Je vous propose de démarrer de faire l'introduction. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast HCFR. Nous avons la chance d'accueillir à nouveau Sébastien de Storm Audio qui va nous faire un petit panorama des nouveautés un peu excitantes, en tout cas pour moi, puisque je suis l'heureux possesseur d'un Storm Audio. Et je vais laisser mes amis se présenter rapidement pour savoir quelles sont leurs fonctions chez HCFR. Jaco Alors moi, c'est ou Patrick? Patrick, vas-y, Patrick. je suis Patrick Bopas sur le forum. Je me suis le trésorier de l'association. Je suis totalement néophyte sur le sujet, mais toujours intéressé par ce qui est discuté. Donc, je vais surtout vous écouter et pas trop intervenir parce que je connais pas bien les produits Storm Audio, à part ce que j'ai déjà vu sur les différents podcasts existants. Voilà, et sur les sujets, sur le forum. Et toi, Jeff, tu connais quelque chose ou Ah, pas? quoi, dans les storms? Absolument rien. Moi, je suis un vrai néophyte dans tout ce qui est processing audio. Non, 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 je suis la marque depuis quelque temps grâce notamment aux interventions de Sébastien, qui sont des interventions passionnantes. Sur SFR, bah, vous me connaissez tous, vous me connaissez tous, tout le monde peut le Jaco. Et depuis Sébastien, je te laisse te présenter encore une fois pour les gens qui nous écoutent, les gens qui vont découvrir ce podcast. Ok, très bien. Écoutez, bonsoir, bonjour à vous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc Sébastien Gaëton, moi, je suis directeur produit chez Storm Audio dans l'entreprise depuis un bon moment maintenant. Je fais un peu partie des meubles et très content d'y être. Voilà. Donc le camp d'été, Storm Audio, on apprécie aussi avoir nos petits rendez-vous franco-français. C'est vrai qu'on intervient sur pas mal de forums avec nos collègues américains et on a d'autres ailleurs, mais c'est vrai d'avoir un support français, c'est quand même intéressant et bien pour nous d'être enfin en langue française. Ceci étant dit, la plupart de la présentation va être en anglais au niveau des documents, du document, simplement parce que j'ai pas eu le temps de tout reformater en français, mais je vais quand même vous le faire en français. Donc l'objet du jour, donc là normalement vous voyez bien mon écran, on est Oui, Oui, d'accord? oui. nickel. Ouais, ok, super. Donc l'objet c'est de parcourir un petit peu tout ce qui s'est passé, je dirais globalement sur les derniers mois. Je ne dis pas qu'on va remonter jusqu'au début de l'année, mais en gros c'est les nouveautés de l'année, ce qui se passe et faire un petit peu d'infos sur ce qui nous attend aussi. La première grosse nouveauté qui est assez fraîche, assez récente, on a fait évoluer notre ISP Core, hein, qui est un produit qui était jusque-là 16 canaux. On l'a fait évoluer en fait vers une version 18 canaux. Deux canaux rajoutés, alors ça peut paraître peu, mais en fait c'est juste ce qui manquait pour pouvoir couvrir des setups où on est par exemple en 944. Comme Euh, moi. et voilà, comme toi. Et en fait, c'est aujourd'hui dans les installations de cinéma qui commencent à être qualitatives, où on a un peu d'espace, un peu de budget aussi. Je ne veux pas dire que c'est le gros du marché, mais c'est beaucoup du marché. Donc c'était vraiment important d'y aller. Donc on a décidé de le faire et ça monopolise dans le cas d'un corps la sortie optique pour attaquer un convertisseur externe et récupérer deux canaux. Pour ceux qui ont d'autres machines comme des ISP Elite 16 par exemple, ils ont eu la possibilité d'avoir tout simplement le grade à travers les sorties qui étaient déjà disponibles. Donc là, si on avait un MK2 par exemple, on avait des sorties symétriques qui étaient disponibles. Donc voilà, donc c'est une évolution récente qui se fait à travers la mise à jour de la 4.7R0 pour les ISP Elite et bien entendu les machines qui sont livrées. Et c'est une option qui est disponible aussi sur les Core 16 actuels. C'est-à-dire si vous avez un Core et que vous souhaitez passer à 18, il suffit de nous contacter et on peut vous vendre l'option qui existait déjà. On a simplement rajouté les deux canaux à l'option software qui était disponible. Donc voilà, donc ça c'est une des premières nouveautés. L'intérêt de cet update, c'est que le Core 16 Plus est au prix du Core 16. Ce qui veut dire que le Core 16, lui, va diminuer un petit peu en prix. Alors, j'ai pas le prix en tête, mais en tout cas, il y a quand même un gain. En tout cas, le prix descend, donc ça le rend un petit peu plus compétitif aujourd'hui. Donc, du coup, le Core 16 Plus va être livré avec ce boîtier pour gérer la prise optique ou il a deux Non, sorties supplémentaires?
On a une sortie optique. On a beaucoup réfléchi en interne à savoir si on cherchait une solution et fournir un petit module qui ferait une conversion en analogique. Mais de toutes les discussions qu'on a eues, en fait, on s'est aperçu qu'il va y avoir 15 cas de figure et on aura 15 besoins différents. Quelqu'un qui va voir des subs, il va nous dire, bah moi, en fait, mon sub, il est en RCA la plupart du temps, etc. Et puis pour d'autres, la qualité des DAC, ça va pas être la bonne. Donc, on a préféré dire non. Justement, c'est la liberté que Ah, vous ok. avez. Vous pouvez mettre le DAC que vous voulez, utiliser ça pour le gauche-droite, par exemple, pour avoir un DAC premium sur les sorties optiques, les sorties gauche-droite. Donc voilà, ça peut fonctionner comme ça. Il y a vraiment que le MK2 en l'occurrence et le MK1 qui avaient par défaut la sortie d'Anmix qui était en XLR, pour lequel il n'y a pas de. Enfin, on a déjà l'analogique. Ok, Voilà. donc tu confirmes ce que je pensais. Moi, dans mon cas, j'avais 16 sorties XLR et les deux en downmix. C'est Ouais. deux downmix qui sont réutilisés pour deux cadeaux supplémentaires. J'ai pas Ouais. besoin de faire de modifications matérielles ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de modification matérielle. Par contre, comme on n'a pas, la mise à jour n'est pas destructive, tu dois repasser par une reconfiguration de ta machine Utilisateur. pour Ok. accéder au nickel. Super, merci pour la clarification. Donc voilà pour la première évolution côté Storm. Donc ça a été très bien reçu par nos distributeurs. On est très contents. Bon, on était déjà plutôt bien positionné par rapport à notre segment de marché. Mais là, c'est intéressant. Ça nous permet de bien rebooster le corps sur le marché. Donc les autres évolutions qu'on a eues cette année, et je pense que c'est important qu'on en parle un peu, c'est qu'on a eu une évolution majeure au printemps avec l'intégration. Au printemps, en fait, c'était la fin de l'année dernière, mais c'est arrivé vraiment sur toutes les machines sur cette année. C'est le passage de notre décodeur vers une nouvelle techno qui donc aujourd'hui s'appelle l'ADEC et qui a permis de vraiment faire évoluer le produit. Et l'idée, c'est qu'il y avait vraiment un besoin d'une évolution parce qu'on s'est aperçu que depuis que le Dolby Atmos et d'autres services immersifs existent, il y a eu pas mal de différenciations, enfin d'usages différents. Et donc, au niveau du contenu des évolutions, on a pu aussi constater quand même que nous, notre segment de marché, il y a une grosse partie quand même, c'est le très haut de gamme. Et c'est assez fréquent d'avoir des systèmes qui vont sur plus de 24 canaux, d'une part. Et d'autre part, il y a pas mal de systèmes qui évoluent aussi, même dans le très haut de gamme, vers du soundbar. C'est-à-dire qu'on a quand même des installations, vous allez avoir une grosse soundbar. Alors, il y en a certaines qui coûtent très cher, hein, mais qui sont plus adaptées à la salle dans laquelle on s'installe. Et résultat, il y a quand même des paramètres au niveau du décodage qui peuvent être réglés pour s'optimiser sur l'utilisation de soundbar. Donc ça, c'est aussi ajouté à travers la DEC. Je parlais de contenu de création. David, tu es pas mal dans le gaming, je crois. Il y a énormément dans la créativité pour le jeu. Il y a beaucoup d'infos au niveau des métadonnées qui sont ajoutées et qu'il faut exploiter en fait. Et donc certaines font partie de l'évolution du décodeur Dolby Atmos, donc la dernière évolution qu'on a. À travers le monde, en fait, il y a eu aussi pas mal d'évolutions, principalement sur la transmission, tout ce qui est télévision, où des nouveaux formats ont été utilisés et je vais les présenter. Et puis enfin, je parlais de systèmes très haut de gamme. Nous, on fait quand même beaucoup d'installations à l'année qui sont des installations hybrides, c'est-à-dire des clients qui ont la possibilité d'avoir à la fois un digital cinéma chez eux, donc vraiment le même contenu que vous allez trouver dans votre cinéma à côté, votre pâté, votre Gaumont, et en même temps regarder leur Netflix. Donc ils font tout ça à travers l'ISP. Et le gros avantage, c'est que maintenant, on a la parfaite correspondance entre le nombre de canaux qu'on peut supporter en cinéma et le nombre de canaux qu'on peut supporter en résidentiel. Ouais, parce qu'il faut peut-être expliquer aux gens que le DCI, c'est vraiment le master qu'on utilise en cinéma et que le mix, d'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, Sébastien, mais que le mix Atmos est légèrement différent entre le résidentiel et le cinéma commercial. Du Ouais. coup, vous arrivez à gérer les deux de ce que tu expliques au niveau du Storm Audio. Voilà, ouais, ouais, ouais. En effet, dans le mix cinéma, principalement l'utilisation des surrounds des Atmos est différente. Il y a beaucoup plus de richesse, d'informations, de contenu dans le mix cinéma. Il y a ça d'une part, et d'autre part, aussi au niveau, je pense, de tout ce qui est loudness, enfin, niveau sonore, on n'est pas tout à fait dans les mêmes réglages. C'est pas les mêmes signes, enfin, c'est pas la même référence. Donc il y a réellement deux mix là-dessus, c'est clair.
Donc ça permet de bénéficier du meilleur des deux mondes. Donc le décodeur en lui-même, ça a été un développement plutôt long en fait, parce que c'est quand même énormément de travail au niveau software. Alors il y a du hardware, mais il y a du software. Au niveau hardware, on a revu la copie complètement. On est passé sur un Cœur Shark où on a un triple core en fait. Donc on a un système qui nous permet d'avoir vraiment une grosse bande passante de traitement signal. Aujourd'hui, en gros, tout confondu, ça représente pas loin de 10 gigahertz de bande passante en termes de processing, ce qui à la fois nous permet de couvrir les besoins actuels, mais aussi de voir assez simplement les évolutions futures. Donc ça nous a permis de pouvoir ajouter tous les codecs récents, et surtout, c'est vraiment notre credo chez Storm Audio, c'est de dire, si vous possédez un produit depuis déjà quelques années, vous inquiétez pas, on ne va pas tout balayer d'un coup, on va vous offrir la possibilité de vous mettre à jour. Donc là, on a un système qui peut être mis dans n'importe quel produit, depuis les ISP Elite en marque 1, donc ceux qui sont sortis en fin 2016, jusqu'à les modèles que vous avez achetés récemment. Donc ça, c'est vraiment une clé, donc c'est une évolution hardware et software. Au niveau de la plateforme, ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, c'est principalement de pouvoir dire, sur les ISP courants, on a 32 canaux, c'est-à-dire le max qu'on sait faire aujourd'hui sur cette machine. Alors, quand je dis le max, c'est le max avec une machine, hein. On est capable aujourd'hui de faire du daisy chaining de 2 processeurs pour aller jusqu'à 48. Et c'est tellement exotique qu'on n'en parle pas trop, mais on a quelques installs où c'est fait. Mais un seul produit ne va que jusqu'à 32 canaux. Par contre, dans le futur, on va clairement aller au-delà de ça et le décodeur sera capable de gérer, enfin il gère déjà 35 canaux natifs que peut faire le Dolby Atmos. Donc là, clairement, on est future-proof, on voit clairement où on peut aller et jusqu'au nombre de canaux qu'on va pouvoir supporter dans le futur. On a pu améliorer parce que le DSP, la techno qu'on a pu intégrer est quand même beaucoup plus rapide. Il y a une amélioration significative du temps de switch entre différents codecs. Donc quand vous passez de vos menus vers le contenu, etc., ça améliore de l'ordre de 2 à 2 fois et demi le temps de verrouillage, ce qui est quand même confortable au quotidien. Et puis, je l'indiquais, on est vraiment prêt pour toutes les évolutions futures. Ce que ça a apporté, c'est principalement vraiment l'accès à un plus grand nombre de speakers disponibles dans la map par défaut que fournissent les différents codecs. Vous pouvez clairement vraiment choisir librement parmi ces différents speakers. Alors, il y en a qui sont imposés sur les configurations de base, hein. Mais dès lors qu'on a dépassé les 9 points quelque chose, on est assez libre dans ce qu'on va rajouter ensuite. Donc ça, au niveau du Storm, on est capable de le faire. Et on est aujourd'hui capable d'aller, en fait, quand on fait nos tests, on a calculé, on a dû automatiser ça. On peut aller jusqu'à presque 2500 possibilités de setup différents. Donc, pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'en fait, il y a souvent des salles où en fait, on se retrouve où on a des positions d'enceinte où c'est pas des wide, parce que l'architecte il a eu la mauvaise idée de mettre la porte au mauvais endroit. On est obligé d'avoir des enceintes un peu trop près du mode, on va dire, surround. Là, plutôt que de mettre des wide, par exemple, on va mettre des LS1, des LS1, RS1, qui sont plus proches d'un surround que de wide. Donc tout ça, ça demande un peu de finesse, et donc c'est possible à travers le nouvel ADEC, en fait. Donc, clairement, sur des setups où on est en dessous de 16 canaux, je dirais que la différence, elle est pas flagrante, si ce n'est qu'avec cette intégration, on a par défaut le support du Dolby Surround, enfin des wide avec le Dolby Surround, hein, ce qui Mhm. n'est pas couvert avec les codecs, enfin les versions du Dolby précédemment. Donc là, maintenant, on a cette couverture qui est par défaut. Donc c'est vraiment très utile. Comme je l'indiquais, on a possibilité vraiment de choisir finement quel signal on veut envoyer à nos speakers, à nos enceintes qui sont installées. Donc là, on est vraiment en termes de précision, de rendu, c'est très fidèle. Et surtout, c'est ce que j'indiquais, et c'est vraiment important pour nous parce qu'on s'intègre dans des installations très haut de gamme et hybrides. On a maintenant vraiment la correspondance parfaite 32 canaux avec le monde du cinéma. Et d'autant qu'on a notre fameuse interface AES67 qui est toujours la seule et l'unique sur le marché, qui permet de récupérer 32 canaux depuis notre serveur cinéma Dolby, faire notre décodage depuis l'Apple TV aussi en 32 canaux, et on renvoie ça vers
soit en analogique vers vos enceintes, vos amplis, etc., soit à nouveau en Dante, par exemple, vers des amplis. Il y a de plus en plus d'amplis qui sont en numérique en entrée parce qu'ils intègrent aussi du traitement de signal. Donc tout ça, ça a été rendu possible grâce à cette évolution vers la DEC. Qu'est-ce qu'on apporte avec la DEC? On a rajouté tous les derniers décodeurs qui étaient disponibles ou qui étaient en tout cas demandés. En l'occurrence, c'est le MPEG-H audio principalement et le 360 Reality Audio qui est on va dire un sous, enfin qui exploite le MPEG-H dans sa couche de décodage. Donc ça, c'est très important. Ça permet aussi, résultat, on a pu garder, de par les décodeurs, on a une profondeur de traitement qui est parfaitement fidèle au contenu. Donc en termes de finesse, d'immersion, de détail, on reste vraiment fidèle à ce qu'on a su faire jusque-là. Et ça va s'entendre. Enfin, je sais pas je sais pas si tu as déjà eu l'occasion, David, de le voir, mais si tu fais évoluer ta machine, tu auras la possibilité Non, de. j'ai pas fait le podcast pour que tu me fasses dépenser des sous, Non, Sébastien. c'est vrai. Mais j'avais des questions, justement, je voulais faire une Ouais, pause sur le slide précédent parce que compris. tu, je pense que les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre, et moi-même, j'ai mis du temps à comprendre que Oui, l'upmixing, du coup, pour les wide, fonctionnait avec le DTS Neural X avant, ouais, et l'upmixing Dolby Surround n'était pas compatible pour utiliser les wide. Donc, cette mise à jour le permet grâce à la mise à jour hardware, de ce que je comprends, c'est ouais, nécessaire d'avoir la DEC. Et ouais. du coup, et c'est pour ça, je le précise pour les gens qui nous suivent des fois, parce que les wide, je pense que j'ai mis du temps à être convaincu. Moi, j'ai souvent une expérience qui était top avec le DTS X et des pistes non immersives. C'est-à-dire que du coup, j'avais vraiment tout mon setup qui était utilisé. Imaginons que je mette du LS1, RS1 à la place de wide, par exemple. Du coup, votre layout, le processeur voit que c'est un layout différent. Il est capable de gérer justement le positionnement audio de manière adéquate, c'est ça? Oui, une fois qu'on lui instruit quel signal doit être décodé, lui, il le fait sans se poser de questions. Oui, oui, il n'y a pas Ok, de. ok. En fait, au départ, c'est dans l'intégration. Il faut identifier comment on est positionné. Et il faut essayer de choisir le bon speaker par rapport à positionnement dans la salle, j'entends. Euh, donc oui, oui, je sais pas, ça répond à la Ouais, ouais, question. ouais, ouais. Et puis, autre question, Maintenant, oui, j'avais cru comprendre qu'il y avait des versions de Dolby Atmos. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, je pense. on va en parler un petit peu après. Ok, je te Ouais. spoil pas alors. Ok. Exactement. Donc ça, on l'a couvert. Donc parfaite spatialisation du rendu des objets. Bon, pourquoi 3 ans de développement? Alors, une des clés du développement, en fait, c'est la certification. C'est-à-dire quand Dolby vous autorise à intégrer la technologie Dolby Atmos, derrière, ça veut dire il faut passer la certification. Ça représente des milliers d'heures de tests, sans déconner. C'est vraiment très profond, très précis. Et ça, c'est pour tous les codecs. Donc, c'est un fait. En fait, dans l'intégration d'un décodeur, il y a 2 phases. Il y a la phase vraiment intégration soft. Et ensuite, on va s'assurer que pour tous les cas de figure qui sont nécessaires, le décodage se fait correctement. Et ça demande énormément de tests. Ça a impliqué aussi de valider que quand on fait tout un tas de changements, que ce soit des changements d'entrée, des passages d'un codec à un autre, tout se passe bien de manière très fluide. Là, on a automatisé, on a un banc de test automatisé en fait qui tourne 24 heures sur 24 et qui nous a permis en fait de vérifier chaque itération de notre soft. On a aussi passé énormément de temps pour vérifier que dans tous les cas de figure, on a une latence qui est alors à la fois minimale, mais surtout qui peut être homogénéisée sur l'ensemble des codecs. Ça, on va en parler tout à l'heure aussi quand on va parler du nouveau soft 4.7.0, parce que c'est une des clés. Hein, on ne veut pas avoir deep sync quand on change de codec. Bien entendu, on a testé tous les upmix par rapport à toutes nos configurations possibles. L'idée, en fait, c'est vraiment de s'assurer que ce que j'indiquais tout à l'heure, on ait vraiment le bon match entre la constellation d'enceintes qu'on va définir et le rendu qui est fait par le décodeur. Donc ça, c'est une clé. Et ça a demandé clairement, c'est ce qui fait qu'on a mis 3 ans à sortir cette évolution du produit. Vous avez une pièce dédiée avec un layout de 32 enceintes ou comment? Ouais, alors elle ressemble à rien, mais on a 35 enceintes ouais, aujourd'hui dans une toute petite salle qui fait 10 mètres carrés. Vous êtes Mais c'est saturé c'est d'enceintes. purement, c'est purement pour de la vérif, parce qu'il y a des tests, il y a des tests audio, des tests d'écoute hein, dans la certification.
Donc oui, il est nécessaire de pouvoir enfin, simuler toutes les enceintes qui sont dans la map des codecs. Donc pour avancer et commencer par Dolby, donc ta question c'était oui, il y a des évolutions. Bah, en fait, Dolby Atmos, c'est comme beaucoup de choses, ils ont démarré avec une plateforme, ils l'ont fait évoluer. Nous, on a intégré la version 1.3 quand on a mis en place notre décodeur 24 canaux. Donc c'était sur la phase en gros du lancement des MK2, hein, un peu de choses près, ça coïncide avec un peu ça. Il y a eu entre-temps une évolution 1.6 qui était surtout parce que du fait de l'évolution au niveau des soundbars, etc., il y a énormément de composants qui étaient structurés autour de cœurs ARM qui sont sortis. Donc, il a fallu qu'ils travaillent sur toute l'implémentation à ce niveau-là Mhm. et adapter à l'utilisation plus soundbar. Donc, c'est la grosse évolution qui s'est faite au niveau de la 1.6. Et nous, on a intégré donc la 1.8 qui est la plus récente, en tout cas la plus importante pour tout ce qui concerne enfin, les évolutions majeures. Je pense qu'ils ont dans le tiroir une 1.9 là, mais qui n'apporte, à mon avis, n'apportera pas grand-chose. On verra si elle est nécessaire ou pas, mais en tout cas aujourd'hui, on a la version qui est la plus aboutie et qui permet de gérer ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors à la fois un grand nombre de canaux, donc on couvre le Dolby Atmos donc en 20.1.10, mais aussi le support de toutes les petites évolutions autour de tout ce qui est la virtual reality, le gaming, les ajustements au niveau métadonnées qu'il peut y avoir au niveau du rendu en fonction du contenu, et pas mal de liens avec le streaming. Donc tout ça, ça a été rajouté sur la 1.8 et ça, c'est ce qui donne toute la bonne évolution. Du coup, question peut-être, parce que les gens vont voir 20.1.10, il y en a qui vont se marrer forcément en disant, bon, il y a du Ouais, c'est 31. ouais. C'est du contenu pour les DCI justement, ou il y a du contenu, on va dire, consumer, des Blu-ray qui dépassent le 9.1.6 par exemple? Euh, on n'a pas fini tous nos tests à ce niveau-là, mais Dolby nous a vendu le fait que sur la dernière mouture de leur décodeur, il y a en gros une espèce d'amélioration sur la gestion de certains des contenus qui pouvaient donner du rendu fixe. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'essais. C'est vrai que pour la plupart des films que j'ai pu jouer, j'ai constaté que le codec avait un rendu sur quasiment tous les signaux. Mais je suis certainement passé à côté de contenu. Ce que je peux dire, c'est que oui, il y a une évolution. Donc clairement, c'est pas que de la figuration, c'est pas que pour certains contenus. Il y a vraiment un apport. Maintenant, c'est sûr, toutes les installations sont pas en 20.1.10, mais pour nous, c'était essentiel d'aller jusque-là pour assurer une parfaite homogénéité avec les setups cinéma. Ok. Donc là, notre clé, c'est vraiment celle-là qui était importante. Bon, avec l'évolution du 1.8, il y a aussi l'ajout de certaines améliorations qui sont plus, on va qualifier d'usage. Voilà, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est disponible aujourd'hui à travers l'utilisation des télécommandes, donc soit le TCP/IP, soit sur la télécommande de l'appli app ou notre appli web. On a maintenant trois modes. On a un mode movie, un mode musique et un mode night qui apportent des petites variantes. Le movie va se concentrer sur un petit peu l'élargissement de la scène frontale, une amélioration aussi un peu des dialogues. Et puis, ça booste un peu les surendes. Alors, je suis pas allé dans la cuisine exacte que fait Dolby, mais l'idée, c'est de donner un peu plus une impression cinéma. Musique, on va avoir une notion un peu d'égalisation interne au décodeur. Pareil, il faut essayer. Je ne sais pas si les gens apprécieront pas, mais en tout cas, c'est disponible. Celui qui est assez intéressant, c'est plus le Night, qui, lui, va jouer sur un certain niveau de compression et permettre un usage sur des salles un peu plus multimédia où il n'y a pas vraiment d'isolation phonique suffisante. La nuit, on peut s'écouter un film, se regarder un film avec un peu plus de confort. C'est le mode voisin, quoi, le mode night. Exactement, c'est le mode voisin. Ouais. Donc nous, on a intégré ça aussi en support. Bon, maintenant, il faut être clair, dans la plupart des cas de figure de nos intégrateurs, c'est ce genre de choses qu'ils ne regardent pas. Puisqu'en fait, on cherche à avoir la pleine échelle, ne pas venir perturber le décodage. Le dernier ajout qui a été aussi intégré avec ce décodeur, et c'est là qu'on en arrive à cette notion
bah, il y a des setups qui peuvent être avec assez peu d'enceintes, des setups type soundbar, etc. Qu'on le veuille ou non, en fait, il y a des setups très haut de gamme qui sont faits hein, avec nos produits et dans lesquels on va intégrer des soundbars. Vous avez des marques comme Wisdom Audio qui ont une offre, ils ont une énorme soundbar qui vaut je ne sais pas combien, mais qui a un superbe rendu. Et pour ça, bah, c'est bien de pouvoir aussi de faire un peu d'émulation, de virtualisation des canaux height ou surround. Et c'est ce qu'apporte en fait le côté virtualisation. Alors c'est basé sur des concepts un peu d'ambisonique hein, avec la notion d'HRTF, donc ce qui est utilisé aussi dans la reproduction 3D au niveau des casques. Ça fonctionne plutôt bien, je trouve. En tout cas, quand on a une soundbar qui n'a pas de techno soundbar intégrée, c'est un vrai ajout positif en fait. Donc là, on a une petite illustration de ce que ça peut faire. Donc ça peut soit émuler du surround et du height. Ça peut aussi émuler donc du surround dans le cas d'une soundbar. Ça peut émuler du height si vous avez un système surround. Ou les deux dans le cas d'une soundbar juste deux canaux. Donc, c'est les trois modes qui se font en fonction. Alors, ça se fait automatiquement hein, au niveau du setup. Vous configurez vos enceintes, vous activez le mode virtual et virtualizer, et après, bah, le système fait automatiquement ces cas de figure. Donc voilà, ça c'est à tester. Pour nous, l'évolution majeure, c'est vraiment le plus grand nombre de canaux supportés. Le Dolby Surround qui a quand même franchement évolué avec le support du wide. Voilà, c'est la clé pour nous au niveau du Dolby. Parce que pour le virtualizer, de toute façon, vous n'avez pas de gens qui connectent un Storm sur une barre de son ou alors comme Si, si, système si, si, B. si, si, Ouais, si, c'est ce ouais. que j'expliquais. On Ouais. a, en fait, il faut bien voir qu'il y a des appartements, même très haut de gamme, où les gens ils veulent leur énorme écran et avoir dessous uniquement quelque chose de pas très visible, mais qui marche bien. Ah, ok. Ils veulent pas aller plus loin. Il y a Mais ils veulent forcément un marché lifestyle, hein. comment? Il y a forcément un marché lifestyle d'intégration. Et c'est vrai que nous, on a une vision des bars qu'on voit en supermarché, mais en réalité, il y a des constructeurs, tu as cité Wisdom, qu'on connaît très peu en France, mais qui est une très grosse marque aux États-Unis. Ils ont des produits hyper performants, hyper qualitatifs. Donc là, forcément, il y a une logique. Ouais. Ok. Donc là, il y a un apport et on permet du coup à des sandbars entre guillemets passives de bénéficier des ajouts que peut apporter le Dolby Atmos, enfin le Dolby Virtualizer. Alors, la DEC, le gros ajout de la DEC, ça a réellement été le MPEG-H. Alors, c'est pas très connu encore en France pour le moment, si ce n'est pour la compatibilité Sony 360 Reality Audio. Mais c'est par contre beaucoup plus utile dans des régions ailleurs dans le monde. Je vais en parler un petit peu après. Le MPEG-H, c'est quoi? C'est aussi un codec avec une base Cano et une base objet qui couvre jusqu'à 22.1. Alors le découpage en couches, je pourrais vous montrer ça, je dirais à travers d'autres documents, mais je ne l'ai pas mis dedans. Mais l'idée, c'est que c'est un codec qui est extrêmement flexible au niveau de la partie transmission. Euh, C'est-à-dire qu'il est paramétrable, il est extrêmement flexible en termes aussi de demande de bande passante, et ce qui le rend particulièrement apprécié en fait pour tout ce qui est streaming, broadcast ou d'autres algos qui sont aussi utilisés en streaming comme le Sony 360 Tera. Il maintient une compatibilité avec bon, des setups, que ce soit stéréo ou 5.1. C'est une évolution qui est supportée par le MPEG Group qui est principalement allemand hein, autour de Fraunhofer. Donc c'est un codec qui peut descendre vraiment très, très bas en termes de quantité de bande passante. Donc bon, la qualité forcément en est dégradée. Mais c'est important enfin, de pouvoir le faire quand on fait du broadcast. C'est la techno qui a été choisie aux US pour la télétransmission, donc le nouvel ATSC 3.0. C'est déjà utilisé au Brésil pour la TV numérique et la DVB. Donc, c'est très répandu. La Chine commence aussi à l'utiliser. Voilà, donc c'était pour nous important de pouvoir répondre à ces marchés. Et puis aussi parce que, bon, au niveau de l'audio, il y a quand même Sony qui est présent. Même si on va le voir un peu ici, Sony a quand même un peu de peine à vraiment percer en face de Dolby. Dolby, c'est quand même le gros bulldozer hein, Ouais. sur plein de points de vue. Et il laisse pas beaucoup d'espace aux autres.
Ouais, Ceci parce que ce que étant, j'allais te dire pour le streaming aujourd'hui, si tu veux de l'immersif, tu as du Dolby Digital Plus avec les métadonnées Atmos par-dessus ouais, pour avoir de l'Atmos. Donc ça ouais. sera un concurrent de ce que tu m'expliques. Et, Le MPGH, ouais. et même Sony, je crois que j'avais posé la question de tes collègues américains, mais moi j'ai une PlayStation 5 à la maison, et maintenant ils ont un support d'Atmos en jeu. Donc en fait, ça fait un remapping du jeu, du son 3D le codec Atmos. Mais je Ouais. m'étais dit, quand j'avais vu votre annonce, je ne sais pas si tu as la réponse à cette question, est-ce que Sony pourrait sortir du coup un flux 360 avec leur codec que vous pourriez lire, tu vois? Parce que là, je vois que c'est pour de la musique, mais est-ce qu'ils avaient envisagé un support jeu vidéo, quoi? De mon point de vue, vu la pénétration qu'ils ont Ouais, d'accord. comment dire, en audio, je pense qu'ils n'auront pas d'autre alternative s'ils veulent que ça survive, de devoir investir aussi dans l'écosystème gaming. Euh, Moi, le retour que j'ai eu, c'est que en fait, leur outil de studio est assez complexe à mettre en œuvre et ça a certainement freiné un peu. Mais je pense qu'il y a aussi derrière la grosse usine à gaz Dolby qui impose pas mal de choses au studio. Donc voilà. Bon, maintenant, qualitativement, Sony 360 Tera, ça apporte d'autres réponses. Ils sont aujourd'hui supportés par, alors je sais pas s'ils sont encore sur Amazon, mais ils étaient sur Amazon Music et Nux.net. Voilà, donc c'est à suivre. Ils ont signé pas mal de partenariats quand même avec des labels d'enregistrement je pense qu'aujourd'hui, en effet, le gaming, ça va être certainement une évolution dans laquelle ils vont aller. Mais clairement, le Dolby Atmos Music est quand même beaucoup plus présent, d'autant qu'il s'intègre maintenant dans beaucoup de plateformes de streaming. Donc, bref. On verra ce que Sony peut en faire. Nous, en tout cas, on est compatibles, on est gentil avec tout le monde, donc Vous êtes armé. on voulait laisser l'opportunité à nos clients de pouvoir aussi bénéficier de ce codec. Le DTSX Pro, ben, du coup, il a lui aussi bénéficié d'une extension jusqu'à du 14.13. Le gros bénéfice, juste pour rappeler, du DTSX Pro par rapport à du Dolby, par exemple, c'est qu'en fait, dans le décodeur, il y a un upmixer d'intégrer, c'est-à-dire qu'on va avoir un rendu qui va être lié aux objets, etc., qui va être fait jusqu'à 32 canaux, mais le bed layer, lui, s'il est limité, par exemple, à du 7.1 ou du 9.1 dans le mix, il va passer à travers le Neuralix pour aller jusqu'à du 30.2. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, avec le DTS-X Pro, on est garanti d'utiliser tout le temps toutes ces enceintes. Donc c'est une des clés alors est-ce que ça a fait son succès? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une des capacités du format. Euh, on a aussi migré vers la dernière génération de l'Euro. Donc on est passé donc leur nouveau moteur 3.1. Donc c'est des améliorations qui sont assez alors, elles sont pas franchement très visibles pour l'utilisateur final. Il y a quand même des améliorations au niveau du rendu. Il y a surtout une meilleure gestion de certains aspects de gestion de niveau et de gestion de latence. Mais bon, voilà, globalement, on a une performance aussi au niveau des surandes. Il y a une certaine évolution qui est apparue. Donc en tout cas, on s'est mis en place, on s'est mis en phase avec leur dernier codec. On attend de voir un peu comment ils vont évoluer au niveau du streaming, parce que Oro sont aussi, donc déjà ils sont, vous savez qu'Oro a retrouvé une nouvelle vie hein, depuis le début de l'année, sont continué leur développement au niveau de leur codec de streaming, donc c'est du Oro CX. Donc on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer. Il y a certainement des intégrations qui vont être faites là aussi sur des services de streaming. En fonction de ça, on décidera ou pas d'avancer sur ces évolutions-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est la dernière version dispo. Voilà. Pour conclure sur la deck, ce que j'indiquais au début, c'est vraiment le nirvana du 32 canaux. En l'occurrence, le monde du cinéma se retrouve avec un parfait rendu sans avoir de différence, en tout cas en nombre d'exploitations d'enceintes. Là, je ne parle pas du mix, hein, mais je parle vraiment en termes de nombre d'exploitations. On a la parfaite correspondance. Et puis, bah, ça permet vraiment de mettre en évidence notre capacité qui reste unique aujourd'hui à supporter la WIP jusqu'à 32 canaux en entrée et en sortie.
Voilà pour l'ADEX. Si on devait juste conclure, l'ADEX, c'est encore une confirmation que Storm Audio répond toujours présent en termes de mise à jour produit, que ce soit upgradabilité hardware ou software. Bon, là, pour le coup, sur cette update, c'est une update hardware. Mais en tout cas, on garantit vraiment le meilleur de la performance à nos clients sur le long terme. Euh, Avec ces évolutions, aujourd'hui, on est un peu mieux exposé à tous les pays au niveau monde. Donc, je dirais que pour vous en France, ça ne vous concerne pas trop aujourd'hui, mais c'est quand même important de savoir qu'on fait les efforts pour être compatible avec le reste du monde. On a franchement amélioré et optimisé les latences de switch, etc. Donc ça, c'est vraiment une des clés. Et puis pour les clients qui font vraiment des systèmes un peu plus lifestyle, donc type soundbar ou avec moins d'enceintes, ils ont aussi des évolutions possibles. Voilà. Et enfin, pour conclure, toujours cette capacité d'aller jusqu'à 32 canaux en DCI. Voilà, ce qui est quand même fondamental pour nous. Ouais, Euh, félicitations. Et du coup, moi, la question, c'est, les gens qui ont à la fois le support de DCI, ça doit être des clients quand même très particuliers quand même, parce que je pense que vous devez pas en avoir des tonnes. En tout cas, j'en connais pas moi perso beaucoup, ouais, donc le support de DCI. Mais le ouais. layout pour que ça fonctionne en termes d'enceinte, c'est le même, c'est-à-dire que t'as pas, moi je connais pas les Ouais. recommandations. Non, alors, en fait, dans l'univers cinéma, il y a pas tout à fait la même dénomination des enceintes. Il y a simplement en fait une notion vraiment de régularité dans le positionnement des enceintes, y compris au plafond. Mais on arrive à faire 100% le match en fait. Mais c'est pas les mêmes noms qui sont donnés en fait. Ok, Euh, mais oui, alors après, pour répondre, est-ce qu'on a beaucoup de clients enfin, il faut voir qu'en fait, dans l'ensemble des installations haut de gamme, il y a quand même un nombre assez important de gros systèmes et il y a clairement des gens qui ont les moyens pour s'offrir, de pouvoir s'offrir la vue de, je sais pas moi, le dernier Tom Cruise chez lui au moment à la c'est sortie. beau, c'est beau, ouais. Il va mettre X milliers d'euros sur la table, mais il va l'avoir. Ok, ouais, parce qu'il y a l'achat du DCI en lui-même qui coûte très cher, quoi. Ok. Alors, il y a l'installation elle-même, en fait, est pas. Alors, il faut un projecteur compatible, hein. Donc, ça veut dire quand même qu'on rentre dans des setups qui sont assez costauds, puisque la vidéo, elle ne peut pas passer par des projecteurs résidentiels. Donc là, c'est quand même une limitation. Donc, niveau projection, on est déjà sur des budgets, hein. Mais après, le côté audio, un processeur Dolby Cinema, c'est pas une fortune, hein. Ça doit être entre 3 et 4 000 balles. Ah ouais, ok. Non, après, c'est dans la consommation au quotidien, ça peut être onéreux. Maintenant, il y a des plateformes qui existent, qui se développent, qui fournissent un peu à la manière Netflix le catalogue de tous les films qui ont pu être sortis par les différents majors, et vous pouvez les commander. Ah ok. Et des vieux films, ça peut être que quelques centaines d'euros. C'est pas la ruine. Mais ça reste quand même un budget. Voilà. Mais bon, Merci, merci. ça fait C'est partie de vrai. notre clientèle. Bon, parlons sur les autres évolutions. La dernière, la plus récente, en fait, elle date d'hier officiellement, hein. C'est la 4.7 R0. On a fait du bêta, pardon, on a fait mode bêta pendant déjà un peu plus de 2 mois là maintenant. Donc, on a eu beaucoup de nos clients qui ont à la fois des salles de démo ou qui ont du temps à passer et qui sont intéressés pour faire du test en amont. Ça fait 2 mois qu'ils passent dessus, donc on a pu rendre le soft relativement mature. Donc la 4.7 R0, elle vient à la suite de deux softs qui sont sortis. Donc l'évolution en octobre, c'était la 4.6 R1P2, qui a mis en avant des fonctions Adaptive Loudness, Center Shift, etc. La 4.6 R2 en début d'année, où on a en fait mis en place tout ce qui était nécessaire pour que la DEC soit lancée sur le marché. Ça a permis aussi l'évolution de la gestion de nos nouveaux DAC, puisque une partie de nos produits a évolué vers les tout dernières générations de DAC ESS. Et enfin, la 4.7 R0, ce qu'elle apporte, c'est pas mal de changements. Là, c'est pareil, ça concerne quand même un peu plus les gros systèmes, mais ça commence à être intéressant sur des systèmes plus petits. On va en parler un peu après. Donc, on a une notion de flexible, enfin de routage de signaux flexible, pour parler français. On a une meilleure. Je sais pas pourquoi là, ma présentation se part avec des timings là, ça va être compliqué.
On a le rajout d'un système qui permet de décider si on veut la latence minimale ou optimale du décodage. Le support 20 canaux, on a des améliorations au niveau EQ, l'ajout vous verrez, de l'auto native upmix, etc. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Un des premiers, une petite correction qu'on a faite, c'est au niveau du Storm Easy. Vous savez, le produit peut être configuré en fait soit à travers une interface expert. Donc on a en gros tout sous la main, mais ça c'est pas complexe, c'est pas le mot, mais il y a beaucoup de paramètres qu'on peut régler. Et on a une autre approche qui s'appelle le Storm Easy, qui est vraiment un process où on fait à travers différentes itérations. On a en gros un chemin de configuration. Et dans la version précédente, en fait, on ne pouvait pas définir de subwoofer qu'on qualifie de multivoix. Donc, en gros, de créer un array, je ne sais pas comment on appelle ça en français, une matrice de caissons peut-être, mais en gros, de lier ensemble deux caissons, ce qui est particulièrement utile quand on veut faire de l'active room treatment sur la scène frontale. Donc, c'est important de créer un sub multivoix pour que Dirac le gère correctement. Et puis, donc ça a été rajouté sur la version 4.7.R0. Donc l'idée, c'est on fait d'abord la réplication de ces subs, et puis ensuite on va rajouter le nombre de voix qu'on veut sur la scène sur laquelle on veut faire le multivoix, donc la scène frontale en l'occurrence la plupart du temps. Donc ça, c'est ajouté dans la 4.7.R0. L'évolution la plus importante, c'est l'ajout de ce que nous on a appelé le routage flexible en fait des signaux. Donc en l'occurrence, quand on commence à avoir une salle avec un nombre d'enceintes important, ce qu'on va constater, c'est que si on est féru de jouer le contenu natif, le 5.1, le 7.1, ben, on se retrouve avec un nombre d'enceintes sur la couche basse qui n'est pas utilisé. En l'occurrence, les wide ou les surround avant, nativement, ça ne n'est pas utilisé. Les surround arrière, pareil, quand on fait du 5.1 par exemple. Donc, c'est pas une utilisation qui est vraiment optimale de sa salle. Donc, ce que nous, en fait, on propose de faire, c'est que pour chaque type de contenu, vous avez la possibilité, en fait, d'aller choisir le routage des signaux décodés. C'est-à-dire que, par exemple, si on joue un DTS 5.1, on va peut-être vouloir se dire, moi, si je détecte du DTS 5.1 dans ma salle, je veux pouvoir jouer aussi le signal surround dans d'autres canaux, des canaux qui, bien sûr, sont, on va dire, validés comme étant judicieux d'un point de vue utilisation Mhm. pour ce type de signal. Donc, on a utilisé, en fait, à la fois ce qui est appliqué dans l'univers du cinéma, mais aussi ce qui a été, on va dire, mis en avant à travers toutes les discussions qu'on a eues avec le CEDIA dans le document donc, qui est le RP22, donc le fameux document de recommandation, le guide de mise en œuvre de design d'une salle de cinéma. Et là, on a en fait mis en place aussi ces éléments-là. Donc ça permet de pouvoir choisir la route des signaux qui sont décodés. D'accord? Donc comment ça se traduit? En fait, dans la page de définition de configuration de notre système, on a rajouté un élément qui est donc de signal routing. Et donc par théâtre, on va être capable maintenant de définir pour chaque codec, chaque variante, la route qu'on veut choisir. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc quand je parle de variante, aujourd'hui, en gros, elle se limite à ce qu'on voit affiché ici. Donc, en l'occurrence, ce qui concerne le Dolby Atmos et le cas surround, DTS:X, Neuralix, Oro 3D, les cas DTS 5.1, les cas Dolby 5.1. Si on a du PCM 5.1, alors ça peut arriver hein, quand on fait du contenu sur l'Apple TV, parfois ça peut être du PCM. Et on a aussi le cas support de stream, de flux qui serait en 7.1, alors que ce soit du PCM ou du décodé natif 7.1. On peut l'avoir en jeu vidéo, typiquement PCM Exactement, 5.1 ou exactement. 7.1. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que pour chacun de ces contextes de flux, on va pouvoir aller définir en fait la route qu'on veut. Alors, on a un mode routing 1 vers 1, c'est-à-dire que c'est le cas par défaut. C'est ce que le codec par défaut décode et préconise. Donc, quand on est par exemple dans un cas Dolby 5.1, en fait, on va aller jouer et on a un petit icône qui est visible qui permet de dire on joue LCF, right et LBRB. Donc, ça, c'est là où sont joués aujourd'hui les signaux d'un Dolby 5.1. Mais on peut décider
de modifier la route. Par exemple, on peut dire, bah, moi, en fait, je veux que mes surandes, ils aillent jouer non seulement sur les canaux arrière, mais aussi sur les surandes rear 1 et les surandes. Et donc ça, on peut le déterminer. Mais à partir du moment où on commence à jouer un signal sur plus d'enceintes, on va avoir un déséquilibre du niveau. Donc l'objectif, c'est de pouvoir rééquilibrer le niveau global quand ce signal est joué dans plusieurs enceintes. Donc on va faire le réglage du niveau. Pour ça, il y a deux options. C'est soit vous le faites manuellement, soit vous sélectionnez notre mode auto. Et quand on choisit la route auto, en fait, on va appliquer directement sur la base de la configuration que vous avez fait, on va pouvoir décider et arbitrer quels signaux, quelle route on peut faire, ou on recommande en tout cas. Et en même temps, on va aussi faire un préajustement du niveau. Alors, on a fait quelques calculs. Maintenant, c'est pas une mathématique qui est sûre, hein, parce qu'il y a plein de phénomènes qui peuvent interagir sur la notion d'ajout de signaux acoustiques. Mais globalement, ça fonctionne plutôt bien. L'intérêt, c'est quand on est dans chaque contexte, on choisit son mode auto, la route des signaux décodés sera déterminée automatiquement, ainsi que le réglage du niveau. Et derrière, on peut utiliser le générateur de signal pour aller vérifier. Donc, on va utiliser un SPL meter. On va mesurer, on va se caler par exemple sur son canal de gauche, on va mesurer, on va se mettre peut-être à 80 dB, puis après on va balayer chacun des signaux. Et quand on va arriver sur le canal, le fameux canal surrend par exemple, qui là est joué sur trois enceintes, bah, on va s'apercevoir qu'en fait le signal normalement il remonte. Sauf que là, bah, nous on l'a automatiquement diminué, mais c'est peut-être pas encore un réglage à un niveau suffisant. Donc pour le coup, bah, on peut ajuster manuellement le niveau souhaité du réglage. Donc ça, c'est possible à travers cette nouvelle fonctionnalité. Et Euh, attends, et pour être sûr que j'ai compris, du coup, par oui, rapport à l'upmixing classique qu'on avait avant cette mise à jour, où on pouvait prendre un signal 5 points et demander à DTS X Pro, par exemple, d'utiliser toutes mes enceintes. Là, oui. du coup, j'ai plus de flexibilité sur la gestion des niveaux par enceinte, voir quelle enceinte j'active. Je ne sais pas s'il y a une raison pour laquelle je ne voudrais pas activer certaines enceintes, mais peut-être, j'en sais rien. Et du coup, tu pourrais gérer de manière plus fine la distribution de la puissance que tu donnes à chaque enceinte pour que tu surboostes pas une des enceintes et déséquilibres le mix, c'est ça? Ouais, alors en fait, la, l'upmix, c'est vraiment c'est un process qui va aller chercher, en fonction du codec, qui va aller chercher l'utilisation, l'exploitation de tous les canaux, mais à travers un rendu qui, alors je ne vais pas dire artificiel, mais qui dépend de l'algorithme. D'accord? Mhm. Maintenant, souvent, on veut quand même rester et jouer son contenu le plus proche du natif possible. Ouais. OK? Euh, le, le routage flexible des signaux, aujourd'hui, s'applique principalement pour ces cas de figure, où on veut pouvoir exploiter le contenu tel qu'il a été créé par l'ingénieur du son, le mixeur. On veut pouvoir le rendre tel que c'est autorisé ou recommandé par la pratique, que ce soit à Ah, je travers comprends. Dolby ou à travers Mhm. le RP22. On va aller chercher une exploitation sur plus de canaux. Mais ça permet aussi de couvrir dans des salles, par exemple, où on a plusieurs rangées de sièges. On va être amené parfois à faire de la réplication. On va rajouter des canaux sur onde. Ouais, En c'est le de la faisant, référence, en fait. en utilisant le routage de signal tel qu'il est défini là, on peut réellement aller choisir très précisément la route choisie, le niveau choisi, et ça, on peut le faire pour chaque contexte de flux. Ce que ne permet pas, on va dire, d'utiliser l'upmix, ça ne permet pas de le faire de cette manière-là. Donc Ok. là, on est plus sur améliorer le rendu natif vers l'utilisation améliorée des enceintes de la salle. D'une OK. certaine manière, ça permet d'utiliser l'ensemble des enceintes dans le cadre d'un arrêt en restant sur un codec natif sans faire de PNI. Donc, ça peut résoudre déjà des problèmes quand tu as plusieurs rangées ou quand tu as plusieurs enceintes. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien me faire un arrêt sur un 5.1, mais il faut pouvoir le faire. Ouais, Mais en préservant la flexibilité du canal dans un autre contexte. exactement. En fait, là où c'est ultra important, l'illustration la plus pertinente, c'est celle qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en 5.1, on va venir répliquer sur nos surandes.
Par contre, si vous jouez dans une salle qui est avec toutes ces enceintes, on a une grande quantité d'enceintes, quand vous venez jouer du Dolby Atmos dans cette salle, il faut surtout pas que vous gardiez cette notion de réplication. Parce que le Dolby Atmos, lui, il est capable de faire un rendu en discret à travers les Mhm. objets, etc. Ce qui fait que là, il faut garder le côté vraiment de transition, de rendu discret des objets sur chaque canal. Donc, l'ajout de cette fonction permet vraiment de différencier le rendu objet vers chaque enceinte par rapport à j'ai un codec qui, lui, n'a pas beaucoup de canaux. Et pour le coup, bah, je veux quand même exploiter plus d'enceintes dans ma salle tout en restant cohérent avec l'ensemble du système. Ok. C'est se permettre de finement utiliser les enceintes. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu anti-up mixer parce qu'ils considèrent que ça détruit le mix initial. Mais en Mm. même temps, comme tu le dis, c'est de la frustration. Si jamais tu as un ensemble avec plein d'enceintes et que tu joues du 5 points, tu dis, bon, j'ai plein d'enceintes qui sont éteintes, comme tu le dis, et c'est quand même dommage de ne pas essayer de les exploiter. Donc c'est une espèce de meilleur des deux mondes, quelque part. Oui, Ok. oui, clairement. Ouais. Tu as aussi cette figure où tu as mis en place un arrêt par rapport à des codecs, on va dire legacy. En Atmos, ça marche pas très bien. Avec Non, cette configuration-là, eh ben, voilà, paf, tu résous totalement le problème d'une manière très efficace et en plus avec exactement. une optimisation de l'arrêt. Et ça, c'est complètement automatique. Ça, c'est top. Et on a pour autant, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'au global, on se retrouve avec quelque chose qui peut paraître complexe à régler, mais on a apporté la notion de simplicité en ayant ce mode auto, Mm. qui vraiment, juste par l'appui du bouton dans chaque contexte, en regard de votre installation, va arbitrer de la route idéale, du niveau idéal. La seule chose qui restera à faire, c'est quand même de s'assurer avec votre SPL meter que bon, les niveaux sont bien équilibrés d'un codec à l'autre. Et ça c'est vraiment la clé et c'est aussi un système qui est unique aujourd'hui sur le marché. Moi, de ce que je vois là, je trouve ça génial, hein. Donc, Réellement génial. l'autre ajout, ou plutôt évolution, qu'on a faite sur la 47R0, c'est qu'on a rendu accessible un réglage au niveau de la latence des codecs, parce qu'on a de plus en plus de cas de figure où, en fait, bah, il y a des souhaits où, dans le gaming, en fait, on veut vraiment être ultra optimal, alors que quand on regarde enfin optimal, ultra faible en termes de latence. Alors que quand on va être en mode, moi je veux regarder des films et je passe d'un film à l'autre, parfois les codecs changent. Là, c'est ce qu'on cherche, c'est plutôt avoir zéro lip sync d'un codec à l'autre. Donc, comme on peut pas faire le meilleur, on peut pas faire les deux en même temps. L'idée, c'est qu'il faut bien quand même savoir qu'un codec enfin, les différents codecs, il y a quand même une fluctuation de facilement 40 à 50 millisecondes, hein, entre le plus rapide et le moins rapide. Donc nous, on le gère dynamiquement pour s'assurer qu'il y ait un lip sync constant. Sauf que quand on fait ça, ça vient limiter ceux qui cherchent la latence la moindre. Par exemple, quand on fait du jeu, bah, eux, ça les limite. Donc on a ouvert ce réglage. Donc il est possible maintenant, dans la page des settings, d'aller décider si on veut plutôt être en mode minimal latency, donc la latence minimisée, ou une latence qui a été décidée, mais pour être fixe entre tous les codecs. Donc globalement, ça veut dire qu'elle est en gros correspondant à la latence la plus longue de notre décodage. Et tu as une fenêtre à peu près de ce que ça représente? Aujourd'hui, un décodeur, on est aux alentours entre 80 et 100 millisecondes. C'est à peu près la latence Ok. de décodage. En mode Donc, fixe, j'imagine, c'est ça? ouais, en mode fixe, ouais. Et du coup, vous grattez combien en passant en On mode peut, mini? on peut descendre dans certains cas à 40 millisecondes pour Ah ouais, je certains comprends cas. Mais pourquoi ça c'est peut pas, intéresser certains le gamers. problème, c'est que ça dépend, ça varie vraiment. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité dans un cas de home cinéma traditionnel, mais dans un cas plutôt jeu, voilà, on a conscience que dans certains cas, ça peut être souhaité, ça peut être attendu. En tout cas, le setting, il est là, il est disponible. C'est un réglage qui est autorisé aujourd'hui. Donc, le rajout aussi, dans la 47R0, on a donné accès à la couche 20 canaux sur le bas. En fait, elle n'y était pas encore. Donc là, on l'a activée.
Donc maintenant, on peut vraiment aller jusqu'à 20 speakers sur la couche basse. Toujours la limite de 32 canaux. Donc là, c'est le layout qu'on peut faire dans le cadre de notre setup. On a ajouté aussi un nouvel égaliseur, enfin un nouveau type de filtre, le filtre passe-tout. Ça a été une demande assez forte de nos calibreurs manuels. On a quand même beaucoup de setups qui se font encore sans utiliser du Dirac. Il faut Mhm. bien en avoir conscience. Des grosses installations, souvent le client il va souhaiter faire venir un spécialiste et bah, dans ce cas, il faut que nous on apporte tous les outils pour aider à la calibration. Et parfois, quand on veut faire de l'alignement de sub précisément, bah, on aime bien jouer avec du passe-tout parce qu'on peut aller triturer la phase sans modifier l'amplitude et c'est assez confortable. Donc on a rajouté ce filtre avec les quatre ordres. Ouais, donc dans les réglages aussi, ce qui a pu être fait, c'est donc on a affiné la possibilité de régler le gain des différents filtres. On est passé d'un pad 0,25 à 0,1 dB. Les basses fréquences qui couvrent bien jusqu'à 6 Hz, tout ce qui est gestion du infragrave, y compris quand on fait donc le Dirac Live Art, on peut rajouter des EQ en dessous de 20 Hz, puisque Art est limité à 20 Hz au minimum. Et puis après, la possibilité en fait d'améliorer d'un point de vue utilisateur. On a maintenant la possibilité de cacher le graphe des EQ pour ne voir que la liste. Ça, c'est utile souvent quand on travaille avec des enceintes qui ont déjà des EQ prédéfinis. Donc, c'est plus simple d'avoir accès à la liste entière, en fait. Je peux me Euh, permettre une question du coup, Sébastien. ouais, Euh, la valeur quand même principale, en tout cas moi, pour mon usage principal, c'est Direct Art et du profiter de un peu la magie de l'algo, de l'automatisation et ensuite faire un peu de fine-tuning par-dessus. Euh, ouais. du coup, est-ce que c'est parce que certains calibreurs utilisent leur méthodologie classique et arrivent à des choses similaires, voire identiques à Direct Art? Enfin, d'où vient cette demande-là? Ça peut être surprenant de te dire que de ne pas bénéficier de la magie de DirectArt, tu vois. Tout système automatisé, entre guillemets, peut passer à côté de certaines choses. Mhm, Euh, Il y a des cas de figure où en fait on arrive à de très bons résultats avec une calibration manuelle. Enfin, là-dessus, il y a autant d'avis on va dire, de calibreurs. Euh, Nous, ce qu'on peut dire simplement, c'est que notre approche, c'est qu'avec un outil comme Direct Live Active Room Treatment, aujourd'hui, on atteint certainement de manière assez aisée, quand on suit ce qu'on va voir un petit peu plus tard, je dirais des recommandations, on arrive à 80%, 85% de performance top, sans avoir à vraiment se pencher sur des questions problématiques de mesure. Maintenant, parfois, c'est là que certains calibreurs vont venir en disant ouais, mais moi, j'ai besoin des 15% suivants mhm, et je sais que je peux aller les chercher. Simplement, eux, ils peuvent aller les chercher en passant plutôt par une méthodologie manuelle qu'ils ont l'habitude et qu'ils maîtrisent. Ça va être travailler avec des outils comme Smart, pouvoir faire des mesures dans lesquelles ils ont une parfaite référence temporelle, donc de faire du loopback au niveau de la carte son. Enfin, et avec ces méthodologies-là, en fait, ils arrivent vraiment à des résultats en faisant tout manuellement. Maintenant, il y a un autre cas de figure, et c'est ce que nous on fait, en l'occurrence Matthew, notre collègue aux États-Unis, hein, il fait beaucoup de calibrage dans l'année, puisque c'est un service qui est beaucoup plus valorisé et utilisé aux États-Unis, beaucoup moins dans le reste du monde. Mais on a un service de calibrage. Et dans ce cas-là, en fait, on a toujours, quand on fait une approche d'une salle, on a toujours quand même une première phase où on fait quelques mesures avec un outil comme RoomIQ Wizard. C'est pour d'abord déterminer un peu la salle, comment elle se comporte, mhm, mais aussi pour voir comment, et c'est principalement le focus, il est principalement au niveau des caissons, c'est pour voir globalement si on n'a pas des trucs complètement déconnants ou des choses qu'on pourrait déjà anticiper rien qu'en regardant le caisson. Donc, il y a une phase qu'on pourrait qualifier un petit peu d'assistance à Dirac, qui peut être apportée
en venant lisser un petit peu la réponse des questions à certains endroits. On peut mettre un petit PQ ici ou là pour histoire de casser certains gros problèmes ou certaines suraccentuations. Donc, il peut y avoir cette utilisation-là. On peut aussi, en fait, à quelque part, tout ce qui est fait en amont pour améliorer la réponse à la fois d'amplitude et de phase, c'est pas quelque chose qui va être problématique pour Dirac. C'est même au contraire, ça va faciliter la détection à travers les mesures automatisées et l'algorithme qu'utilise Dirac. Typiquement, si vous avez un caisson grave qui est large bande, bah, il est quand même intéressant de venir lui mettre un petit passe-bas autour de peut-être 200, 250 Hz pour s'assurer que dans la mesure que va faire Dirac, ils ne viennent pas détecter la mauvaise, enfin, au mauvais moment enfin, comment dire, la détection au niveau de la réponse impulsionnelle soit pas dans le bien calé en fait. Ça me parle parce que j'ai eu ce souci moi-même. Mon caisson était en large Ouais, bande et on en avait discuté. ouais, Tu m'avais dit de mettre un filtre. ouais. Mais c'est vrai que la question, je n'avais pas compris que ça pouvait être anticipé. Enfin, ça pouvait aider à direct en amont. Ça aide en fait, clairement. Donc il y a des petites astuces comme ça. Maintenant, alors, c'est des choses dont on parle quand on fait nos formations, mais c'est vrai que c'est pas un prérequis obligatoire. Mais c'est quand C'est même super bien intéressant d'avoir. ta réponse. C'est Ouais. que les deux travaillent ensemble finalement. Ah, Et, clairement, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y a deux façons de faire, hein. Donc, il y a la phase en amont. Donc, les EQ, ils sont utilisés en amont pour faire ça. Ils sont utilisés aussi parce que, comme je l'indiquais, il y a quand même beaucoup d'enceintes aujourd'hui qui demandent des petits correctifs pour avoir une courbe un peu plus anéchoïque, enfin, qui se rapproche un peu de ce que voulait le concepteur. Et parfois, c'est des fils qui sont relativement raides ou très étroits. Et ça, c'est pas des corrections que tu veux que Dirac fasse, ou en tout cas, c'est pas des corrections que Dirac pourra faire. Donc, c'est des choses qu'il faut faire en amont. Après, là où c'est aussi une distinction enfin, que seul Storm Audio offre aujourd'hui au niveau de Dirac, c'est que nous, on autorise aussi de la post-correction. Mhm. Et ça, c'est important quand tu travailles dans un système où tu fais de l'infrabasse. Typiquement, aujourd'hui, Art est limité à 20 Hz, donc il faut de toute façon aller chercher des mesures supplémentaires et parfois de la correction supplémentaire avec quelques EQ en dessous de 20 Hz pour s'assurer que ça soit bien homogène et que ça réponde bien. Donc ça, c'est le truc à faire. Et puis aussi, bon, parfois, alors soit c'est parce qu'on n'a pas envie de revenir sur la courbe cible, mais on peut quand même se permettre un petit peu de petits touch-up en EQ pour venir modifier enfin, l'équivalent de la target curve de Dirac en fait. Faire un petit EQ sur plusieurs enceintes, ça va pas être trop problématique au niveau du changement du calage temporel et tout ça. C'est pas recommandé, mais ça peut être faisable. L'idée, c'est quand même plutôt de revenir vers l'outil, de refaire sa courbe cible et de refaire des calculs, puisque là, on s'assure que vraiment Dirac maintient sur l'ensemble du spectre choisi le calage. Mais voilà, ça fait partie des petites subtilités qu'on peut faire. Mais Super intéressant. Mhm. ouais. Ouais, parce que moi, j'avais remarqué si tu jouais en poste, qu'effectivement, au bout d'un moment, ça pouvait détruire un peu le travail de Ah bah Art, des trucs complètement. comme ça. Donc, ouais. C'est pas recommandé, parce que de toute façon, dès qu'on met un PQ, on vient altérer la phase. Mhm. Alors après, il y a plein de discussions autour de ça. Est-ce que c'est réellement problématique ou pas? En fait, ça dépend à quelle enceinte tu l'appliques et comment c'est positionné dans la salle. Mais globalement, le conseil, c'est quand même de revenir vers l'outil. Merci beaucoup. Voilà pour les EQ. On a aussi, d'un point de vue réglage, au niveau là, c'est le niveau intégrateur. On a des cas de figure où en fait les amplis peuvent être un peu trop puissants ou des enceintes peuvent être un peu sensibles. L'intégrateur va souhaiter mettre une limite max du niveau de sortie. Donc on autorise maintenant un réglage de volume max qui est déterminé. Donc on choisit d'utiliser ou pas. Enfin, on choisit de le mettre à un certain niveau où on le laisse à 0 dB. Donc ça, c'est utile hein, pour limiter le max en sortie. On a des cas de figure où en fait on a des racks où on va trouver nos produits avec d'autres produits qui peuvent être de marque type Marantz, Denon et autres. Et on partage les mêmes codes infrarouges en fait, puisque c'est des codes RC5 de préamplificateur
Et dans ce cas de figure, bah, on peut se retrouver, ceux qui utilisent encore des outils domotiques utilisant l'infrarouge, on peut se retrouver avec des conflits. Donc on a décidé de rajouter une deuxième adresse système qui permet de changer l'ISP en mode 19 par exemple. Ce qui fait que bah, si vous utilisez le mode 16 pour vos autres produits, à travers la domotique, on va utiliser le système 19 pour notre produit. Et là, du coup, on n'a plus de conflit. Donc, c'est des petits ajouts comme ça qui, en fait, encore une fois, nous, on est une marque qui est quand même vraiment dans l'intégration. On est très proche des installateurs. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont des retours de demande, en fait, des retours de terrain. Et c'est vraiment important de bien les intégrer, en fait. L'autre ajout qu'on a fait, qui là est vraiment utile pour les gens qui sont un peu fans d'un codec en particulier, on a eu la requête de pouvoir, quand on joue du Dolby, par exemple, ben, d'activer le Dolby Surround, ou quand on joue du DTS, d'activer le DTS Neuralix. Donc, c'était pas possible jusque-là. Jusque-là, tu choisissais un up mixer et il était appliqué, quel que soit le codec. Donc là, maintenant, à travers soit le réglage dans les inputs, soit dans les presets, on peut déterminer le preferred upmix qu'on appelle native upmix. Et lui va aller chercher, en fait, en fonction du codec joué, le bon upmixer. On a aussi ajouté, parce que le PCM n'a pas d'upmix par défaut, on a ajouté la possibilité dans la page des settings, donc des réglages autres, le choix de l'upmixer qu'on souhaite activer quand on joue un flux PCM. Et on a différencié le PCM stéréo du PCM 5171, parce que si on utilise par exemple souvent le PCM stéréo pour écouter sa musique, on n'a pas du tout envie d'avoir un upmix. Mais à contrario, si on a un PCM 5171, là, on veut peut-être. C'est vachement bien ça. Ça me plaît bien ça. Ouais. Donc là, Ouais, c'est top, on ça. donne un peu plus de granularité dans les réglages. Voilà, et on a fait le tour du Soft 4.7 R0. Donc maintenant, on va attaquer une discussion directe. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la 4.7. Donc comme je le disais, elle est sortie très récemment, hein, donc elle est dispo en téléchargement et à mise à jour. Moi, je suis content parce que ça a résolu un problème que je vous avais soumis, qui était Ouais, ouais, oui, alors, oui, un on problème a de. eu, ouais, donc comme tout logiciel, on a des nouvelles fonctionnalités, mais on a aussi pas mal de bugs fixes. Et comme d'habitude, l'HDMI fait partie de nos number one en termes de retour client de problèmes, simplement parce que c'est en perpétuelle évolution, des nouveaux écrans tous les jours, des nouvelles sources tous les jours, et donc résultat, on est constamment en train de refaire du soft. On a aussi la certification Dolby Vision qui est en cours. Donc tout ça nous a amené à devoir passer beaucoup plus de tests et résultat, de régler quelques problèmes. Donc, je suis content d'entendre que ça a réglé un de tes problèmes, en l'occurrence celui en effet de la gestion de l'IK dans certains cas de figure. Donc, ça, c'est très bien. On a aussi travaillé pas mal avec, ça fait 2 ans maintenant hein, qu'on fait du art, du Active Room Treatment tous les jours. Je parlais de mon collègue aux US, mais on a aussi ici Thibaut qui fait pas mal de calibrage en support. Et résultat, on a pu maintenant faire quand même beaucoup de stats sur le comportement dans différentes salles, etc. Et on a un retour d'expérience qui est assez élevé et qui nous a permis d'affiner notre réflexion sur qu'est-ce qu'on recommande à nos clients. Donc, si on devait faire un peu le bilan de ces 2 dernières années passées, ce qu'on constate, c'est que Art, en fait, c'est suffisamment complexe et à ne pas mettre entre toutes les mains pour que, pour le moment, on est toujours tout seul, parce que c'est vrai, ça demande beaucoup de soutien, beaucoup de support, beaucoup d'explications, comment dire, de vulgarisation. C'est un aspect. Donc c'est un outil qui est quand même pas, je dirais, l'ultra grand public, c'est-à-dire le client de base d'Enon, c'est peut-être pas le bon client. Par contre, celui qui va avoir un plus gros processeur peut-être. Donc, on est conscient que ça va changer, hein. Donc, il y aura bientôt des candidats qui vont avoir Art, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas après 2 ans. On a calibré donc beaucoup de salles. Le résultat, globalement, quand on règle correctement les paramètres, eh ben, la satisfaction, elle est quasi totale.
Il y a assez peu de gens qui nous disent c'est vraiment une catastrophe. On est quand même plutôt, c'est waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma salle? Donc ça, c'est chouette. Et surtout, c'est tout terrain. C'est-à-dire que vraiment, on a quand même de plus en plus de salles qui sont ouvertes, multimédia, avec des énormes écrans, des caissons qui sont placés où il faut pas, parfois pas de caissons, pas de traitement. Bref, là-dessus, Art reste toujours quand même l'outil ultime pour vraiment calibrer de manière automatique ces systèmes-là. L'inconvénient, ou plutôt le négatif qu'on peut conclure de ces 2 ans de bilan, c'est que bah, les réglages sont quand même parfois un peu intimidants pour les néophytes. Donc il y a vraiment une phase quand même. On ne peut pas utiliser Art sans avoir vu au moins un webinaire avec moi ou un autre, hein, mais en tout cas pour comprendre un peu les tenants et aboutissants. Et clairement, oui, quand l'outil est mal utilisé, ça peut être contre-performant. On peut même aller jusqu'à endommager des enceintes, hein, donc il faut en être conscient. Donc nous, par rapport à ça, ben, on a continué nos travaux didactiques et on a mis en place un petit peu. Alors à la fois, on a une aide au paramétrage, c'est-à-dire qu'on répond toujours positivement aux gens qui nous consultent pour sur leur install avoir du conseil. On a aussi un système qui peut être payant hein, si vous voulez vraiment qu'on vous accompagne sur la longueur de la mise en œuvre. Donc ça, c'est partie des choses. Mais on a surtout travaillé en fait sur la création d'un cas typique. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'à travers toutes les expériences qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, jusqu'à début de cette année, on avait un peu tendance à sursolliciter l'algorithme. C'est-à-dire que dans la notion de support, on restait sur le niveau qui était indiqué par Dirac comme étant le niveau optimal. Bah, il s'avère qu'en fait, la plupart du temps, ça faisait un peu trop de corrections. Donc, on a déjà constaté que finalement, Art fonctionne très bien sans avoir à le pousser trop. Donc, c'est le premier point. Et ça nous a permis de déterminer un cas typique et des réglages typiques qu'on a vérifiés dans un grand nombre d'installations et systématiquement positivement. Donc là, on a déterminé en fait des règles qu'il est assez facile de retrouver dans son installation. Et ça commence déjà par la compréhension de certains phénomènes qu'on a pu découvrir à travers toutes les études, et aussi les règles qu'on doit appliquer sur certains des réglages. Donc je vais parcourir un peu tous ces paramètres. Surtout, faut pas hésiter à m'interrompre, à me poser des questions, hein. Donc l'idée, c'est que déjà, ça, c'était déjà expliqué jusque-là, mais je fais un rappel euh, sur le fait que quand on regarde la partie réglage des fréquences, donc les paramètres de fréquence de l'outil, il y a vraiment 2 types de réglages. On a le réglage qui correspond aux enceintes, donc qui, elles, ont des limites dans les basses fréquences, et le réglage pour les caissons. Si on regarde les enceintes, si on veut être vraiment sécurisé d'un point de vue de ne pas surutiliser son enceinte et permettre à Dirac de faire du bon boulot, on va plutôt recommander d'utiliser pour le réglage de la fréquence support basse, de regarder la fréquence basse qui est donnée dans le spec sheet du constructeur. Pour la tenue en puissance, on recommande d'aller 20 Hz au-dessus. C'est-à-dire que si vous avez une enceinte qui tient 40 Hz pleine balle sans problème, bah, vous mettez 60 dans les réglages de Hart. Et là, on est à peu près serein. Il ne va pas y avoir de surutilisation de l'enceinte. Et à l'opposé, donc si on regarde la fréquence de coupure haute, là, on laisse pas de coupure, on laisse aller jusqu'au maximum de ce que peut faire Hart, puisque pour le coup, l'enceinte, elle est tout à fait à même de le gérer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça s'illustre par, si vous avez un datasheet 60-20, bah, vous mettez 80 dans votre réglage. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau du caisson. Le caisson, il va avoir euh, on va dire 3 fréquences, ou plutôt 3 réglages qui peuvent être vus différemment. Donc le premier, c'est que vous allez prendre au niveau de votre datasheet, on va aller reproduire le graphe jusqu'à sa limite basse. Donc si vous avez un datasheet qui vous indique 20 Hz, ben, on va régler son support jusqu'à 20 Hz. Le caisson, c'est pas une enceinte. Un caisson de graphe, c'est vraiment fait pour tenir la puissance jusqu'à son max donné en basse fréquence. On va y aller sans risque là. Donc on va chercher ce réglage à 20 Hz si le caisson en est capable. Après, en fonction du réglage dans lequel on va être, soit on va faire courir la fréquence de support des caissons
euh, jusqu'à, en gros, la limite des enceintes. Donc typiquement, quand on est dans le cas où le caisson vient supporter des enceintes, ben, on va aller couvrir la fréquence de support basse de l'enceinte et on va y rajouter une vingtaine de hertz à peu près. Ce qui nous fait, par exemple, si on a un système où on a une paire d'enceintes qui descend jusqu'à 60, on va faire un support des caissons jusqu'à 80. Par contre, quand on fait le support réciproque euh, de caisson à caisson, là, on vient travailler sur la plage où normalement il y a aussi la fréquence LFE qui est présente, enfin donc le signal LFE qui est présent. Lui, il peut aller beaucoup plus haut en fréquence. À ce moment-là, on va se rapprocher de la limite haute du caisson. Donc si votre caisson de grave il est donné par le constructeur à 120 Hz, ben, on va couper, hein, on va faire notre coupure à 120 Hz. Mais si par contre, si vous aviez des caissons qui étaient passifs et qu'on peut les gérer de manière active dans le système, à ce moment-là, on va laisser jusqu'à 150 Hz. On aura de toute façon le LFE qui va naturellement s'éteindre à 120 Hz de par sa définition. Et après, en fait, comme c'est que du support, ça ne va pas venir perturber la reproduction ou plutôt le support vers les autres enceintes. Donc ça, c'est les règles de base pour les réglages de fréquence. Euh, L'autre aspect au niveau des caissons de graves, il est très important de bien et c'est en fait valable aussi pour les enceintes, c'est très important de bien vérifier en fait la nature des caissons. Donc quand on n'utilise que des caissons identiques, il n'y a pas de question. On peut gérer les réglages de manière uniforme pour tous les caissons. Par contre, si vous avez des caissons qui sont de qualité différente ou de capacité différente, c'est important de les mettre dans des groupes différents. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est par expérience. Et malgré les modifications qui ont été faites, ou plutôt apportées à l'outil 3.13, la dernière version de Dirac, ils ont rajouté une notion de calage en temps de la prise de mesure des caissons qui devait théoriquement améliorer, je dirais, la présence du LFE sur la scène frontale. Alors on a constaté une amélioration, mais qui pour nous est pas assez significative dans certains cas de figure. Donc quand on est sur des setups où on va avoir plus de 3 caissons, on va commencer, en fait, on va maintenir notre recommandation de faire un caisson, enfin on va dire une gestion de caisson multivoie, donc faire un array de caissons à l'avant et d'exploiter les autres caissons comme support, eux, de manière indépendante. Ça, c'est pour se permettre d'avoir vraiment un peu comme un double base array, d'avoir un peu une trame d'onde qui soit relativement bien faite depuis la scène frontale. Donc ça, c'est les recommandations qui sont toujours présentes et qu'on recommande. Donc maintenant, quand on regarde sur un cas typique, la plupart du temps, dans la plupart des installations qu'on a pu faire, alors c'est pas toujours vrai, hein, mais on a quand même souvent des installateurs, des intégrateurs qui vont avoir la clairvoyance, et c'est bien sur plein de points de vue, mais d'utiliser des enceintes qui sont assez similaires, voire identiques, sur les différentes couches. On va trouver typiquement très souvent, bon, les LCR, elles vont être identiques, mais surtout au niveau des surandes, on va assez régulièrement avoir les mêmes capacités, et au niveau du plafond. Par contre, régulièrement, on n'a pas la même chose sur la couche basse versus la couche haute. Donc on se retrouve avec, au final, euh, très souvent, la possibilité de découper comment dire, les groupes de cette manière, donc avec un groupe gauche-droite, un groupe l'enceinte centrale, un groupe surround, donc de la couche basse, et un groupe plafond. En termes de support, ce qu'on peut indiquer de manière systématique, c'est qu'au maximum, on recommande d'aller vers ce support-là. On peut réduire en fonction de la qualité acoustique de la salle. On peut se dire que certains groupes n'ont pas à supporter d'autres. Mais quand on applique cette logique de support qui est décrite sur cette page, on a quelque chose qui va fonctionner de manière optimale, ou en tout cas pas de manière trop intensive. Donc en l'occurrence, donc le groupe 1, il va être supporté par le groupe 3, 4, 5. Donc en gros, on peut le faire supporter par l'ensemble, mais on le verra un peu plus tard, supporté de manière très légère. L'enceinte centrale, elle, eh bien, on déconseille d'avoir du support de tout le reste du système, simplement parce que sinon, on a une tendance à avoir un peu
de fuite des dialogues en tout cas dans les basses fréquences, vers les autres enceintes. On va laisser uniquement du support des caissons. Et après, les groupes surants des plafonds, on va pouvoir faire un support un peu de l'ensemble des enceintes, mais on le verra avec des nuances assez importantes sur les niveaux. Et après, ben, le caisson de grave, principalement les caissons, on commence par les faire supporter entre eux, mais on peut aussi rajouter, si les enceintes le permettent, les enceintes avant, voire les enceintes surantes. Donc en termes de fréquence, l'idée c'est simple, hein, c'est vous créez vos groupes, vous assurez que d'un point de vue spec, datasheet, on a les mêmes caractéristiques acoustiques. Si c'est le cas, bah, on confirme le fait que ce découpage il est le bon. Si ce n'était pas le cas, bah, ça veut dire qu'il faut créer d'autres groupes. À ce moment-là, il va falloir utiliser, je dirais, ce cas typique et en faire un petit peu une déclinaison différente, mais les règles restent assez proches. Mais quand on peut découper de cette façon-là, vous allez vous créer votre tableau en fonction des specs, et c'est ce qui va être utilisé par la suite dans les réglages qu'on va voir dans l'outil. Donc dans l'outil, les réglages en fréquence se règlent ici, hein. Quand on a nos différents groupes, on vient sélectionner les trois petits points, et puis on règle les fréquences à la mano. Donc voilà, donc là on a mis en place les différentes fréquences comme on les a décrites. Donc nos enceintes elles vont jusqu'à 80 Hz, donc on fait une couverture des caissons, etc. Donc voilà en gros ce qu'on peut indiquer. Maintenant on va parler de la stratégie de réglage en termes de niveau. Et c'est là qu'en fait il y a eu une vraie évolution par rapport à ce qu'on pouvait recommander jusque-là, dans le sens, on en fait un petit peu moins, on relâche un peu le système, et pour autant, on a une réponse qui reste vraiment très optimale. Donc, ce qu'on a, déjà, je fais un premier petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore vraiment pratiqué ART. C'est que pour le moment, dans l'outil, et je dis pour le moment parce qu'en fait, Dirac va faire évoluer les choses dans le temps. Alors, on ne sait pas trop dans quelle version. Mais aujourd'hui, la description de la notion de niveau de support, elle est contre-intuitive. C'est-à-dire que plus le réglage est haut en niveau, moins il y a de support. Donc en l'occurrence, quand vous vous mettez à moins 6 dB, ben, ça diminue la notion de support. Par contre, à l'opposé, quand vous mettez moins 24 dans les réglages, là, il y a un support qui est important du groupe qui est réglé. Alors du coup, j'ai une question là-dessus, Ouais. Sébastien, parce que tu sais d'où ça vient cette échelle-là? Parce que j'ai vu à nouveau un calibreur qui a pris un Storm, je pense qu'il savait pas bien s'en servir, qui n'a pas dû suivre ton webinaire, qui Ouais. pensait que 24 dB, c'était le boost que vous appliquiez à une fréquence de 24 dB, ce qui me paraîtrait énorme. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer d'où vient cette échelle euh, est-ce que tu as eu l'explication? Parce qu'elle c'est vrai qu'elle est Et contre-intuitive et plein de gens se trompent au très, début. très honnêtement, l'explication, elle a été assez obscure. Et plutôt que de raconter des bêtises autour de cette explication, on a préféré rester silencieux. D'accord. Donc je pense enfin, c'est un peu une gymnastique d'esprit. Il faut simplement garder à l'esprit, je pense, cet aspect-là. Oui, aujourd'hui, il faut que les gens soient prudents et du coup passent par la case webinar, ou en tout cas lecture des différentes présentations qu'on a faites. Mais d'où vient cette histoire-là? Je pourrais retrouver ça, mais là je l'ai pas tout Non, de suite. enfin, si tu avais une explication rapide, mais en fait, Non, c'est vrai j'ai que pas une explication rapide. ouais, Non. ouais. En fait, une fois que tu le sais, parce que tout le monde, je pense, a fait l'erreur au démarrage en jouant avec Ouais, Art, c'est vrai que tu disais, tu vois, ouais, surtout que c'est une échelle, tu vois moins quelque chose, donc tu dis, c'est c'est ça, contre-intuitif, exactement. mais c'est vrai que si tu avais une réglette de genre, j'en veux plus ou moins de support, ça serait, ça serait plus simple. Bah, c'est ce qui sera bientôt mis en œuvre. Ok. Donc, dans les prochaines évolutions, ce sera en effet une espèce de slider, je sais pas comment on dit en français. Ouais. Bref, une réglette, merci, tu l'as Hmm. dit. Avec un curseur qu'on bouge en plus ou en moins. Voilà. Donc ce sera forcément mieux. Donc à suivre. Donc si on avance dans la présentation, ce qu'on a pu déjà constater, c'est que quand on garde le réglage optimal, ou en gros, dès lors qu'on est sur un réglage qui est en dessous de moins 6 dB, donc de moins 6 à l'optimal qui était à moins 18, on a un phénomène qu'on a pu constater et qu'on a mesuré, qui est un peu une espèce de tassement d'image stéréophonique. Très léger, mais qui pouvait être le cas.
Si, en l'occurrence, on regarde, par exemple, le gauche-droite, on a pu vérifier qu'il y avait une forme de... Alors, c'est pas, on va pas appeler ça du crosstalk, mais il y a un effet qui est plus large bande que ce que ça devrait être. On ne sait pas d'où ça vient dans le traitement, dans l'algorithme de Dirac, mais il y a bel et bien, quand on fait les mesures, une petite augmentation de niveau sur les enceintes support qui ne devrait pas être, enfin qui ne devrait pas être, qui est là. Parce que c'est Elle étonnant parce peut que être la là. plage est censée s'arrêter à 150 Hertz. Ouais. Donc, Mais on l'a mesuré, alors c'est pas énorme, hein, mais on l'a mesuré un peu, et suffisamment pour faire des tas d'essais et constater qu'en fait, bah, la solution, c'est de faire en sorte que quand on gère certaines enceintes, et en l'occurrence, le problème, il est surtout pour les enceintes gauche-droite, on va essayer d'éviter ce que nous, on a appelé l'image collapsing, donc en fait, l'effondrement, le tassement de l'image stéréo. Donc, au niveau du support, sur le groupe 1, on va le limiter au minimum, on va se mettre à -5. Et ce qu'on a pu voir, c'est que le seuil, c'est -6 dB. C'est-à-dire qu'on commence à avoir cet effet de tassement à partir de -6. Et il s'augmente à partir de tout, enfin, dès lors qu'on va augmenter encore plus. Donc, si on se met sur du -18 dB, bah, en fait, on va quand même avoir un petit peu un étranglement. Alors, c'est pas, il faut vraiment être attentif à ça. Nous, on l'a constaté quand même principalement à travers les mesures. Et puis après, en réfléchissant ou en réécoutant et en étant attentif, on s'est dit, bah ouais, c'est vrai, il y a quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, c'est vraiment problématique, enfin, c'est problématique dans le cas de l'écoute stéréophonique, donc gauche-droite, mais ça l'est quand même beaucoup moins quand on parle de la notion de rendu sur onde. Parce que quand on parle de rendu sur onde, en fait, les upmix, c'est un peu ce que ça cherche à faire sur certains aspects. Donc là, on peut se dire que, ben ouais, mais en fait, ce problème d'image, enfin de tassement, il est moins critique, voire même on peut peut-être l'utiliser un peu. Donc, on va pas dire de rester à -18 dB, comme on le faisait avant, mais on va se dire non, mais mettez-vous à -12 dB. Il y a suffisamment de support pour avoir cet effet, mais pas non plus trop pour que ce soit problématique. Donc ça, c'est le deuxième réglage qu'on recommande, c'est que quand on va travailler sur la notion de support, d'intersupport entre les différentes couches de surround, donc là, on est sur la couche surround, mais ça va être valable aussi quand on va être sur la couche Atmos, on va se mettre à -12. L'autre effet qu'on peut voir, c'est que quand on utilise du support vers les enceintes gauche-droite depuis d'autres enceintes, c'est pas forcément interdit d'avoir cet effet. Il faut le limiter. Donc là, nous, on préconise, c'est de se dire, si vous voulez faire du support des enceintes gauche-droite avec d'autres enceintes, limitez-le, allez jusqu'à -6, mais pas en delà, mais pas en dessous, donc pas au-delà. Ça permet d'avoir quand même un peu de support, mais sans avoir cette dégradation trop importante, ou plutôt aussi le risque d'avoir du signal qui s'étend sur la salle. Donc ça, c'est le troisième critère de réglage qu'on a pu valider et qui s'applique quasiment de manière systématique, qui peut s'appliquer de manière systématique. Donc là, on a une forme d'amélioration un petit peu d'effet de profondeur. C'est un peu ce qu'on pourrait dire d'un point de vue subjectif. Donc, si on revient sur nos catégories de groupes qu'on avait déterminées au niveau du cas de figure, si on prend maintenant ce que je vous ai explicité avant, dans donc les cas de est-ce qu'on a ce problème de tassement ou pas, ce qu'on va appliquer donc comme règle, c'est la stratégie de support quand on va faire le support vers les enceintes avant. Donc les enceintes gauche-droite, on va régler le support inter-enceinte pour éviter ça, donc on se met à -5. Et pour les autres groupes, on va le mettre au minimum, donc on va se mettre à -6. Au niveau de la centrale, on veut vraiment maximiser la clarté des dialogues. On ne fait pas de support des autres groupes, hormis, en tout cas, l'enceinte ne va pas supporter les autres groupes. Si on doit faire du support, on reste limité aux enceintes gauche-droite, si on le souhaite, mais on le fait de manière limitée. Et puis, on utilise de manière nominale les caissons, bien entendu, parce que ça va à la fois faire le bass management et l'optimisation du grave pour ce groupe.
Si on prend maintenant le cas des enceintes, donc la gestion du support, donc la stratégie support pour les autres groupes, donc le groupe Surand et le groupe Top, on va avoir une stratégie en fait qui va se calquer mais en symétrie. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, l'utilisation du groupe gauche-droite, on peut le faire, mais vraiment de manière limitée. L'objectif, c'est de ne pas surutiliser les canaux gauche-droite, les canaux avant, parce que c'est quand même là qu'on a le plus d'énergie dans la plupart des contenus, hein. Au niveau du support réciproque des surandes, là, on va se mettre au niveau médian, donc c'est le fameux -12 dont on parlait tout à l'heure, hein, parce qu'on va essayer d'exploiter un petit peu cet effet de bleeding. Et par contre, le top, on va le limiter. On va se mettre à un niveau qui va être pas le -12, mais on va peut-être plutôt se mettre aux alentours de -9. Les caissons, eux, on les met en full nominal, donc en gros, -18. Maintenant, si on passe sur le groupe donc des tops, on va inverser entre les surandes et les tops. C'est-à-dire qu'on va venir faire le support réciproque des tops, on va le mettre à -12, et le support des surandes, on va le mettre à -9. Support très limité, voire je ne le conseille pas forcément, mais si on fait du support de l'avant, on le limite, donc on le met aux alentours de -6. Caisson en nominal. Et enfin, le dernier groupe sur lequel on doit faire des réglages, c'est le groupe des caissons. La plupart du temps, moi je recommande de commencer à ne faire que du support réciproque entre caissons. Et après, en fonction d'où sont situés vos caissons et de la capacité de vos enceintes avant, on peut commencer à utiliser un petit peu les enceintes avant, mais on va le faire de manière limitée. Donc là aussi, peut-être à -6. On peut aussi, si on le souhaite, améliorer la réponse de siège à siège en exploitant les surandes. Mais voilà, de manière assez limitée. Après, le top, c'est vraiment en dernier recours et l'apport reste assez limité. Euh, Par contre, le support réciproque entre subs, là, il faut vraiment qu'il soit au niveau nominal, voire en fonction de ce qu'on avait déterminé en termes de nombre de caissons et de comment ils sont positionnés dans la salle et est-ce qu'ils sont en mode multivoix ou pas, on va même parfois venir accentuer le support. Mais en l'occurrence, quand on a fait un array de 2 subs devant et qu'on a les autres caissons indépendants, on peut les laisser en nominal, donc à -18 chacun, et ça fonctionne très bien. Ça se traduit comment, si on regarde notre cas typique, ça se traduit avec ce tableau-là. Donc on voit que les enceintes avant sont supportées de manière assez limitée globalement, parce qu'on veut limiter l'effet de fuite, hein. Encore une fois, Art fonctionne jusqu'à 150 Hz. Il y a possibilité, en effet, on l'a vu, de léger effet sur le haut, mais ça reste assez limité. Mais bon, on s'en protège en faisant ça. La centrale, donc, comme indiqué, vraiment que les caissons, et on n'utilise pas la centrale en support sur d'autres. On peut utiliser les enceintes gauche-droite, mais de manière limitée. Le groupe 3, il va être supporté éventuellement par gauche, donc je le disais de manière limitée, mais beaucoup plus fortement en support réciproque au niveau des surandes. On peut exploiter les hauts jusqu'à -9, donc on va exploiter un peu plus de support là. Et on va inverser les réglages entre groupe 3 et groupe 4 quand on travaille sur le support du groupe 4. Et enfin, le caisson, on le voit bien, on exploite assez peu finalement les enceintes. Et dans tous les cas, les caissons sont en support des enceintes. Donc ça, c'est un cas typique, c'est un cas qu'on a pu tester. Ces réglages, on les a mis sur vraiment plein d'installations. Et systématiquement, quand on fait des mesures post-calibrage, le résultat est bon et à l'écoute aussi. On a fait ça parce que on a constaté quand même que oui, il y a des cas de réglage qui sont mal faits. Il y a des gens qui comprennent pas ou qui n'ont pas pris le temps d'écouter ou d'être attentifs à ce qu'on a pu leur dire. Et donc dans ce cas-là, ce que nous on peut aujourd'hui dire, c'est que si cette recommandation est bien suivie, on est vraiment confiant que le résultat sera quasi optimal du premier coup. Donc ça, c'est une clé et c'est vraiment important. C'est super intéressant. Ça veut dire que si on part de il y a 2 ans où, en gros, la plupart des gens, ils testaient à -18 un peu partout. Oui. On faisait plein de tests en essayant de tout aider, etc. Là, tu me dis que dans tous les tests que vous avez faits, vous entendez alors peut-être pas une différence significative. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier à la fois à la mesure et à l'écoute ce qui s'est passé, mais que
on optimise son système en suivant ses recommandations avec ce tableau particulier, quoi. Ouais. En fait, on l'optimise, mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est que le constat, et c'était les reproches qu'on nous a fait au début de Art, hein, c'était une forme de trop de contrôle, trop d'artificialisation, et enfin un son qui était trop contrôlé. Mhm, Et il s'avère que, en effet, il y avait trop de contrôle. Et l'explication, elle vient en fait, parce que ça, on l'a partagé avec Dirac, bien entendu, cette expérience. Et ce qu'ils nous ont, entre guillemets, alors c'est pas confessé, mais ce qui a été finalement conclu, c'est que initialement, euh, l'algorithme de l'Active Room Treatment, pour qu'il soit vraiment optimisé et pour qu'on s'assure que chaque filtre n'est pas trop fort, enfin, je sais pas exactement comment décrire ça, mais qu'il n'y ait pas une surutilisation de certains filtres, c'est que théoriquement, il faudrait faire autant de mesures plus une qu'on a d'enceintes dans la salle. mhm. Ça, c'était la base de Art au début. Je me souviens, tu avais dit ça dans les premiers webinaires. Ouais, ouais, exactement. Et sauf que ben, on a quand même des installations où on arrive parfois hein, à nos 32 enceintes. On a eu quand même de la difficulté à se dire qu'on allait devoir expliquer à nos intégrateurs qu'ils allaient faire 33 mesures. Donc on a fait plein d'essais sur la base de on en fait moins. On était assez content du résultat, mais on a eu ces fameuses critiques de c'est quand même vraiment c'est très contrôlé. Euh, et donc après coup, donc nous on a fait nos essais et on a constaté qu'en fait, bah oui, il faut relâcher un peu. Et ça a été confirmé récemment sur le fait que bah, Dirac confirme que bah oui, s'il n'y a pas assez de mesures, on a tendance à trop en demander à là où on peut appliquer du support. Et c'est cette espèce de surcontrôle qui s'est fait. Donc c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que ce qu'on constate, c'est que bah, une pièce, c'est quand même, enfin, le decay time, c'est bien qu'il soit quand même, faut pas qu'il soit trop court non plus. Mhm, Il faut que la pièce reste vivante. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'informations qui circulent dans la salle. Donc les réflexions, c'est pas que des ennemis, c'est pas qu'un ennemi. Et c'est important. Ça permet aussi la construction d'images stéréophoniques, l'image globale. Donc il faut que le contrôle reste limité. Donc là, on est arrivé, je dirais, à un compromis qui permet de dire, euh, sauf pour les caissons, hein, au niveau des caissons, on reste dans l'optimal, on reste dans le réglage au niveau nominal. Par contre, on explique vraiment le fait que, bah ouais, en fait, finalement, beaucoup de salles sont plutôt bien faites au départ. Surutiliser les enceintes, c'est pas une bonne chose. Avec ces réglages-là, on a quelque chose qui apportera un résultat qu'on peut garantir bon assez facilement. c'est ultra intéressant l'évolution en tout cas. Ouais. Voilà. Donc là, c'est bah, les réglages qu'il faut faire. Hein. Ça, tu l'avais pratiqué et on a fait le tour. On a fait le tour. Donc comment dire, cette présentation autour de Art, on va refaire un webinaire dédié. On va l'ouvrir de toute façon sur notre page de base de connaissances. Bien entendu pour que tous nos clients puissent l'utiliser librement, c'est le but. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc moi j'ai balayé ce que j'ai estimé être important sur ce qu'on a pu mettre en œuvre jusque-là cette année et qu'il est important de savoir. Bah, c'était vraiment super intéressant. En plus, on a eu sur le thread HTFR de nombreux débats, discussions sur les meilleurs réglages à avoir. Donc, je pense que c'est une excellente idée que vous avez eue d'avoir un peu ce cas typique qui ressemble effectivement à pas mal de layouts et qu'on peut facilement décliner. Moi, je suis pas en point 6 en Atmos, mais en point 4, mais je peux reprendre exactement les mêmes règles. Donc, je pense que ça va pas mal aider parce que, comme tu le dis, c'est un peu intimidant des fois quand tu passes d'un direct, même basse contrôle à art, tu te retrouves avec plein de trucs à faire. Donc, faut connaître tes enceintes. Franchement, il faut faire des mesures pour valider que ces enceintes, par rapport au spec, répondent bien à ce qu'elles annoncent sur le papier. Et comme tu dis, il faut faire attention parce qu'on peut abîmer les enceintes. Donc, c'est un peu Ouais, inquiétant, tu vois. Donc, c'est vraiment ultra utile. Moi, j'avais des questions que j'ai demandées au forum si des gens avaient des questions. Tu en avais parlé aussi sur les infrabasses. Donc aujourd'hui, tu confirmes finalement que pour l'instant, si on veut descendre sur le contrôle des 20 Hz, il faut faire un travail manuel ouais. aujourd'hui. Ouais, donc, Ouais, ouais, donc ça c'est confirmé. En fait, la version 3.13 aurait dû être la version avec une meilleure gestion de l'infrabasse.
Mais Dirac s'est trouvé face à certaines problématiques, donc ils sont en train de résoudre là. Donc je pense qu'en fait, il y a une, enfin voilà, le travail dans les infrabasses est assez particulier. De ce que je comprends, on est proche du but, donc il faut s'attendre à des annonces. À mon avis, d'ici la fin de l'année, on aura une meilleure gestion. Alors jusqu'à quelle fréquence, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on va descendre en dessous des 20 Hz, ça c'est certain. Dans tous les cas, et ça c'est vraiment un truc qui restera unique à Storm, c'est que pour nous, c'est pas un problème, hein, dans le sens où on peut faire, on fait, une fois que vous avez sélectionné le bypass infra dans l'outil, derrière, on va faire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire des mesures avec RoomIQ Wizard ou un autre outil et venir optimiser sa réponse. Nous, Mhm. on a fait des salles où on descend jusqu'à un 5 Hz super propre, super stable en exploitant ART. Il y a un Experience Center qui est aux US, en fait, c'est le MadVR Experience Center, dans lequel il y a un gros système avec des gros caissons Ascendo qui peut vraiment descendre jusqu'à de l'infra. Et il y a eu des comparaisons faites avec certains de nos concurrents et franchement, on tient le pavé, quoi. En termes de mesure, ça descend sans problème jusqu'au ce que peut faire le caisson. Donc Ok, là-dessus, simplement là-dessus, bah, il y a une étape supplémentaire d'optimisation un petit peu manuelle. super. Il y Voilà. avait une autre question sur justement la plage de fréquence, mais à partir de ce que tu viens de dire, je me pose la question. On se posait souvent la question d'aller au-dessus de 150 Hertz, mais finalement, tu viens de décrire que vous aviez entendu des espèces de perturbations, tu vois, Ouais, alors que c'est censé s'arrêter à 150. Mais ouais. voilà, il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir monter à 200. Je sais qu'on avait entendu des bruits qui avaient été, des tests avaient été faits jusqu'à 250, mais pas de nouveauté de ce Ouais, côté-là. alors en fait, le premier outil qu'on a eu, il était à 250. C'était un outil qui fonctionnait uniquement sur les PC, enfin c'était Hmm. notre outil de test et de validation. On a arbitré le 150 parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup de phénomènes qui peuvent se passer à partir de là, parce que ça commence à être audible, parce que cette fameuse notion d'artificialisation Mhm. pouvait commencer à être discutable. Donc, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, on a quand même pas mal de facilité, en tout cas dans notre segment de marché. Beaucoup de salles sont relativement bien optimisées acoustiquement dans les fréquences au-delà de Ouais, 150-200 c'est Hz. vrai. Hmm. Et donc, le besoin de faire cette transition est pas souvent nécessaire. Alors maintenant, c'est vrai que le secteur 150 Hz, 200, 250, ça peut être là où il y a une zone de transition qui est pas toujours évidente à faire entre ce que va faire Art et ce que va faire le traitement passif. Mais globalement, enfin, nous, on estime que c'est bien de rester à 150. Je vois pas vraiment l'intérêt d'aller au-delà. Alors, est-ce que l'outil le permettra? Peut-être, hein. Là-dessus, on n'a pas mis notre veto. Mhm. La fréquence restera réglable et ça pourra rester à l'usage et aux essais. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Merci beaucoup. Et enfin, une dernière série de questions. Enfin, c'est un peu la même question qui est souvent, on ne sait pas forcément quelle est la bonne méthodologie pour faire la prise de mesure. Donc, j'imagine que bon, un calibreur pro, lui, a quand même cette connaissance-là. Euh, mais une demande de plus, peut-être d'encadrement du workflow. Typiquement, moi qui l'ai fait, ce qui est marrant, c'est de voir Dira qui te propose un layout pour faire les mesures et que vous proposez une version adaptée. Donc, on sent qu'il n'y a pas un consensus peut-être Ouais, là-dessus. Et du non, coup, peut-être de la même manière que vous avez fait un super retour d'expérience après 2 ans de Direct Art sur voilà, les réglages, ce qui est normal, vous étiez les premiers, vous ouais, avez essuyé les plâtres. ouais. Est-ce que vous envisagez d'améliorer cette méthodologie avec la question clé, un micro propriétaire Storm, sachant que tu sais très bien que Euh, le voisin d'en face joue là-dessus aussi sur un beau Oui, bien micro. sûr. Non, non, mais il est évident qu'on est à l'écoute du marché, qu'on est à l'écoute des demandes. Sans donner de réponse ultra précise, notre métier est de faire des produits qui sont utilisés par essentiellement des professionnels de l'installation qui ont des besoins de faire de la calibration. On utilise Dirac aujourd'hui, mais clairement, on veut explorer différentes choses.
Donc, c'est évident que pour Storm Audio, il y a un intérêt à déployer d'autres outils, d'autres appareils. Donc ça, c'est clair, hein, ça fait partie de l'évolution d'une marque qui est dans l'audio. Il y a oui, il y a beaucoup de choses qui sont en développement aujourd'hui, ça c'est certain. Bah, merci beaucoup. Moi, c'est la liste des questions qui venaient de notre thread. Et puis, je vais laisser la parole à Très mes bien. camarades, savoir s'ils ont des questions avant de conclure. Alors moi, j'en avais une, aurait peut-être été posée au début. À quand des processeurs à moins de 16 canaux? Euh, à bientôt. Ah, À un on moment verra. viendra. Le moment Non, viendra. non, non. Bien sûr, on ne divulgue pas notre roadmap aujourd'hui, mais on a un roadmap. D'accord. Ah, parce qu'en stéréo, ça manque ça. Hein. Oui, alors bon, c'est vrai que cette question de la stéréo se pose maintenant. Les cas de figure qu'on a pu voir, en fait, souvent, il y a quand même des enceintes multivoix, etc. Et à quelque part, on peut tout à fait enfin, utiliser un corps pour faire une grosse install stéréo. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça le fait. Donc maintenant, c'est évident que le marché appelle des produits un peu moins onéreux. Donc le temps fera la chose. Mais aller directement avec un produit stéréo pour le moment, c'est pas complètement dans notre cible. Mais je pense que par contre, les déclinaisons qui arriveront seront beaucoup plus, euh, enfin, pourraient être utilisées assez facilement pour ce genre de choses. Si? Jaco, une petite question avant de conclure ou... Non, pas vraiment, parce que ça a été quand même. Voilà, je pense qu'on a passé beaucoup de choses en revue. Et j'imagine que Sébastien, de toute manière, est tenu par le secret. Tu me fais Ouais, évoquer ben le roadmap, mais tu peux pas tout nous dire. non, mais en fait, de toute façon, il faut savoir que dans notre milieu, la plupart des annonces sont rythmées au rythme des salons. Oui, c'est vrai. Oui, Donc, de manière très claire, vous aurez des infos à l'horizon CEDIA. Donc en septembre, on va faire pas mal d'annonces, ouais. Et puis ça va durer comme ça longtemps. On vous reverra au ah, PAVS alors, du coup. Oui, 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 le PAVS, je ne crois pas qu'on ait fait de publication encore, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais oui, oui, ça va être très sympa encore cette année. cool. Mhm, Ça, c'est une teasing. bonne nouvelle. Voilà. Patrick, tu as des questions? Oh non, non, je suis tellement, tellement perdu devant tout ce que vous avez dit. Mais c'était très, très intéressant quand même, hein. J'étais pas totalement paumé quand même. Ouais. Mais ouais, ça fait rêver quand même. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vois que j'ai un petit peu de devoir. Ça m'a donné envie d'aller rejouer avec mon système, là, toutes ces nouvelles recommandations pour tester les différences. Ouais, ouais, puis nous faire un compte rendu. Ouais, ça serait chouette. Et puis, c'est vrai que je me pose la question de la deck, mais je pense que vous avez été assez transparent et honnête sur le fait que sur moi, j'ai un système que 16 canaux, enfin 17. Du coup, il m'en manquait un. Et merci, grâce à la mise à jour, je peux en avoir un Mhm. supplémentaire. Mais c'est vrai que j'ai vu des retours de personnes qui ont l'air de dire qu'ils ont gagné un petit peu avec la deck, même sur un layout à 16 canaux. Mais je pense que ce qui m'intéressait, c'était vraiment le retour d'expérience que tu as livré. C'était ultra intéressant et je permettrai de le tester. Et Ouais, effectivement, les évolutions des différentes gestions des canaux. Moi, sur effectivement la mesure, enfin la gestion fine de tout ce que tu as présenté sur le flexible layout, je suis pas convaincu que dans mon setup à moi, ça soit intéressant, mais je vois bien d'autres salles qui pourraient vraiment bien en non, bénéficier. Donc, en fait, enfin, clairement, juste sur des setups qui sont en gros 9 quelque chose, 9.1.4, 9.1.6, il y a en effet pas de réel bénéfice. Ah, pour On peut- avoir testé, je pense que même chez toi, Damus, faut que tu testes. ouais, Faut connaître. ça me donne une occasion de jouer avec. Moi, j'adore jouer avec ce truc-là et casser. ouais. Et puis, mais je suis tellement content, c'est ce que je disais à Sébastien avant qu'on commence l'enregistrement de ma dernière calibre Art. J'ai toujours peur, tu vois, de me dire, ah, Ouais, mais enfin, le calibrage est pas du tout touché quand tu fais une mise à jour, d'une part. D'autre part, cette notion de signal routing, donc de routage de signal, c'est en amont. Dirac, il est appliqué sur le ouais, bien côté sûr. enceinte, Ouais. on est appliqué sur les sorties.
Le signal, lui, il va venir dans les enceintes, mais ça ne concerne pas les réglages que tu as fait. Mais tu as raison, Dominique, je pourrais faire des tests et des Non, mais expérimentations. enfin, le sujet des matrices de décodage en fonction des signaux entrants, enfin, je sais que j'avais fait la demande, le premier test HCFR, qu'on avait testé Ouais, l'ISP-MK2. bah oui, J'en avais parlé en disant que ce serait bien. bah C'est ouais. arrivé sous forme des mémoires, parce que quand j'avais fait le test c'était pas le core, non, c'était le MK3, il y avait déjà Ouais, le système de mémoire qui permettait de basculer d'un système à l'autre. On ouais, l'a déjà fait avec le MK2, mais le MK3, c'était beaucoup plus rapide. Et puis là, c'est directement intégré. Enfin, il n'y a plus qu'une seule ouais. calibration à faire. C'est quand même du gain de temps plutôt que d'en faire Oui, d'autres. oui, non, c'est. En fait, l'idée, c'est que jusque-là, la façon de régler ce problème de est-ce qu'on fait du répliqué ou est-ce qu'on fait du discret, on le réglait en utilisant la notion de layout. Mhm. Mais il faut avouer qu'en effet, c'était un sacré travail de configuration. Donc, tout ça, c'est réglé maintenant. Ouais, rien que pour la stéréo, c'est stop, parce que quand tu écoutais de la musique, tu vois, tu étais obligé de, comme tu le disais avant, c'était d'appliquer un up mixer de manière générale à une entrée. Et donc moi, des fois, j'écoute ma musique sur mon Apple TV, mais je regarde aussi du streaming. Et du coup, peut-être que j'ai envie d'avoir un up Ouais. mixer qui fonctionne en mode film. Donc j'étais obligé d'aller, j'avais la flemme d'aller tout le temps changer le mode. Là, c'est top. Franchement, c'est une super fonctionnalité. Donc, bah, merci beaucoup pour ce retour. Eh ben, Merci avec à mes plaisir. camarades, mes camarades, pour bien le prononcer, d'avoir suivi. Et je pense que ça va servir à plein de gens, ce podcast. Et j'espère qu'on OK. aura des retours sur notre thread magique. Ouais, bah, très bien. Et puis, bah, de toute façon, on se verra pour le PAVS. Donc, si d'ici là, on aura peut-être, comme il va y avoir des annonces, on aura peut-être un. Tu vas nous faire une démo de 32 ou 35 enceintes au PAVS, quoi? Ah non, non, non. Non, cette année, on a décidé de faire quelque chose de différent. Ok, surprise. On Voilà. verra ça alors. Vous allez dans plus de détails. Voilà, messieurs. Merci à vous aussi Merci bien. pour votre Merci, temps. Seb. Merci À une encore. prochaine. Merci beaucoup, Sébastien. Que la force soit avec vous. Ça marche. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect them.